Chers amis, bonjour, j'ai le grand plaisir de vous retrouver pour cette revue de presse que nous enregistrons au mois de décembre. Et c'est Pierre-Yves Rougeron, que vous connaissez bien, qui va m'accompagner pour la revue de toutes les informations que vous ne verrez pas sur BFM VC. Juste au passage, j'en profite pour vous dire, tous ceux qui cherchent ma page Facebook perso, figurez-vous qu'elle a été enlevée la veille des élections, donc le samedi matin, parce que j'ai toujours eu l'habitude depuis toutes ces années, et à chaque élection, de faire une photo de ma Marianne, que vous connaissez, et de mettre un texte « Allez voter ». J'ai jamais donné de consigne de vote, quoi que ce soit. Nos vidéos et surtout ma page Facebook dérangent le pouvoir en place. Alors, je ne sais pas si c'est l'Élysée, en tout cas, clairement, la cellule de communication de l'Élysée, Pierre-Yves, que vous connaissez bien. Alors, Pierre-Yves, mon cher Pierre-Yves, je vous ai invité aujourd'hui, d'une part parce que vous nous avez toujours éclairé, c'est le cas de le dire, avec vos analyses politiques extrêmement pointues, et toujours justes. Preuve en est, c'est que ce qui s'est passé a été un véritable raz-de-marée. Vous nous l'avez annoncé. Ce qui est manifestement le plus important, ce que toute la presse internationale du New York Times, en passant par le Shanghai Post, ont commenté, c'est qu'il y a un raz-de-marée de l'extrême droite en France, alors que tous les médias, toutes les télévisions, depuis maintenant 6 mois, on va dire, ont poussé systématiquement au vote UMP-PS. Et malgré ça, le parti de Marine Le Pen et de Marion Le Pen ont réussi à percer de manière absolument massive, au point que tous les partis politiques ont reconnu, on va le dire comme ça, leur défaite. Déjà, je vous remercie, Pierre, de m'inviter. Je salue nos internautes et nos amis. En réalité, déjà, je me permettrai juste un point de correctif. Aujourd'hui, ce qu'on appelle vulgairement l'extrême droite, c'est quelque chose de tout à fait marginal. Le Front National, aujourd'hui, fait partie, avec d'autres formations, d'une grande vague populiste et qui est un appel de souveraineté et qui vient de la population. Il n'y a pas, je tiens à le dire pour des antifascistes professionnels qui compensent leur manque de talent par l'abus de mémoire en disant que les années noires sont pour demain. Nous sommes dans des situations totalement différentes. Ce n'est pas du tout un parti avec des milices armées, etc. Nous sommes très très loin de tout ça. C'est une vague qu'on appelle populisme, et populisme n'est pas un gros mot. Le populisme, historiquement, c'est le mouvement par lequel un peuple qui ressent un abandon va secréter une élite et un programme. En Grèce, la Grèce, ça a été la Grèce. C'est aujourd'hui, par exemple, le sens du vote danois qui dit non à l'Union européenne il y a à peine une semaine, dont personne ne vous a parlé. Absolument. Personne ne vous a parlé, donc là le ménage est fait. Portugal. C'est le cas au Portugal. C'est le mouvement d'une population qui regarde son élite déviante et déficiente et qui lui dit au fait, t'es qui toi? D'un certain côté, Mélenchon l'avait dit un jour, il avait dit qu'ils s'en aillent tous. Oui, bah c'est ça. Tirez-vous. Ça peut amener le pire, ça peut amener le meilleur, peu importe. En tout cas, ce n'est pas un mouvement qui rappelle des régimes qui sont morts et définitivement morts et fort heureusement. Ça n'a rien à voir avec ça. Si on parle des deux grands phénomènes, l'abstention massive qui est un dégoût profond de l'ensemble de la classe politique, et ensuite, il y a pour ceux qui restent à l'intérieur du circuit politique, le vote Front National et d'autres votes souverainistes comme opposition frontale à un système qui est aujourd'hui vu comme inefficace, de plus en plus autoritaire et également de plus en plus moralement injustifiable. Alors, et la querelle morale est une large partie de cette volonté de retourner la table pour essayer de retrouver une élite légitime. C'est profondément une quête de légitimité qui est en face de nous. Alors, justement, nous on l'avait abordé il y a déjà plusieurs années, et il faut quand même rappeler à tous nos spectateurs que ce vote est issu des cerveaux de la Goldman Sachs, des banquiers de la Goldman Sachs. C'était une note interne, j'en avais parlé à l'époque, ça a été repris un an et demi plus tard par l'OCDE, et ensuite ça a été défendu par Manuel Valls à l'Assemblée nationale. Alors je rappelle juste très brièvement, mais vous avez les détails sur quotidien.com. Goldman Sachs trouvait que la France aurait des difficultés à rembourser ses dettes, donc ils ont dit voilà, il faut faire des économies massives, donc ils ont trop de départements, on va en supprimer, il y en a 101, je ne sais pas combien, on supprime et on remet tout ça à 10 ou 12 grandes régions, un peu comme aux États-Unis, voilà, à la taille de la France. Et c'est cette idée-là de Goldman Sachs qui a été promue, bien entendu, massivement, financée, bien entendu. On ne sait pas par quel canot, mais toujours est-il que c'est Manuel Valls qui l'a défendu. Et, pardonnez-moi, je me souviens d'une revue de presse qu'on a fait, me semble-t-il, ensemble,
Valérie Pécresse donc, a poussé la chose, et ensuite, dans la foulée, elle a demandé la suppression des communes. Vous avez les détails là-dessus. Et dans la foulée de Valérie Pécresse, l'Institut Peterson a demandé la suppression carrément de la présidence de la République. En disant, voilà, ça sert à rien d'avoir un président en France, on va mettre un petit gouverneur comme au Texas. Voilà. Donc, votre opinion là-dessus? Alors, la folie du réaménagement territorial, qui ne se justifie par rien, parce que généralement, ça n'a fait qu'augmenter les dépenses que c'était censé restreindre. En réalité, le tout, c'est de déraciner les populations. Oui, les gens sont bien attachés à leur commune, d'abord. Pourquoi? Parce que si tout s'effondre, la personne dans un espace réduit qu'on va voir en premier, c'est le maire. Oui, bien sûr. Ils sont relativement attachés à leur département, et les régions, si on les avait provincialisées à la méthode de ce que voulait le général de Gaulle en redonnant aux provinces historiques leur identité, ça aurait pu marcher. Les régions, depuis la décentralisation de fer, qui n'est rien de plus que de recréer des féodaux, ça n'est pas entré dans le cœur des Français parce que c'est extrêmement abstrait. Et les euro-régions, alors là on est encore pire, qui connaît l'ALCA? L'ALCA. Historiquement ça ne vaut rien, ça n'existe. Ça n'existe pas. Faut être un technocrate bruxellois parce qu'il y a une finnois. Il y a une volonté de lenderisation, oui, c'est-à-dire de copier à la fois les modèles allemands et américains, parce que le grand marché qui va nous tomber dessus a besoin d'entités de la taille. Alors Philippe de Villiers lui disait que c'était copié d'un point de vue de superficie sur la Virginie occidentale. Les États-Unis d'un côté, l'Union européenne de l'autre. 820 millions de consommateurs et des dirigeants qui négocient depuis plus de 2 ans dans le plus grand secret. La Commission européenne est enthousiaste. Selon elle, ce traité apportera croissance et emploi. Mais beaucoup ne croient pas toutes ces promesses. Ils sont contre ce traité. 3 300 000 Européens ont même signé une pétition pour s'y opposer. Ils craignent que les États-Unis imposent leurs lois. La signature du traité n'aura pas lieu avant 2016 ou 2017. Et il devra être approuvé par les 28 pays européens. C'est loin d'être gagné. C'est possible. En tout cas, c'est un projet de technocrates, disons globalistes ou mondialistes, qui essayent, si vous voulez, de cisailler le territoire pour en détruire la symbolique pour les populations. Ce qu'ils ne voient pas, et d'ailleurs certains d'entre eux le voient mais ont été écartés, je pense à McLuhan, l'auteur de la Galaxie Gutenberg, qui les avait prévenus. Faites bien attention, vous les sorciers de la mondialisation réveillera les identités. Et je pense que les hommes qui sont en face de nous ne se rendent pas compte de ceux qu'ils essayent de contrer, qu'ils vont en réalité, eux, foutre le feu à des populations qu'ils ont humiliées, qu'ils ont terrorisées. Et enlever leur identité. Voilà. Quelque part. En fait, ce que vous dites, ça me rappelle quelque chose. C'est du jour au lendemain où l'Europe a forcé la France à passer d'une plaque d'immatriculation avec les régions, etc., à la plaque d'immatriculation à l'américaine, on va dire, où les 75, les 92, les 13, etc., étaient enlevés. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'identification possible du département. Et c'était à la protestation entre autres de l'Automobile Club des France, de toutes les associations d'automobilistes, etc., où finalement ils ont décidé de remettre 75 ou 13 sur le côté. Hein, mais c'était déjà, vous avez raison, c'est déjà enlever l'identité déjà départementale, territoriale. Tout ça est prévu longtemps à l'avance, c'est quand même remarquable. Hein, et on n'est pas en face de crétins hein, de l'autre côté. Hein. Non, mais on est en face de gens qui ne font pas la différence entre gouverner des hommes et administrer des choses. Et à force de réifier les populations et de les prendre comme des variables d'ajustement, ils vont finir par se les prendre en pleine figure. C'est pour ça d'ailleurs que leur armée de réserve, comme vous le savez, les comptes sont armés légères des méchants, donc les journalistes, ne comprennent pas ce que la population est en train de faire, et c'est pour ça qu'ils annonnent un commentaire convenu, parce qu'ils ne voient pas le vent de révolte qui souffle contre eux. Vous nous avez dit quelque chose de très important dans une revue de presse il y a peut-être 2 ans, et ça aussi, ça a beaucoup marqué nos spectateurs, parce qu'ils m'en parlent encore, figurez-vous, dans le Tour de France. Vous avez donné l'exemple de Terra Nova. Les sociolibéraux, ils disent au PS, bon, laissez tomber les prolos, de toute façon, les prolos,
On salue tous les prolos et tous les queues qui regardent cette revue de presse, mes frères qui font la gentillesse de... Voilà. Mes frères sans dents. On salue tous les sans dents. Voilà, donc laissez tomber les prolos. De toute façon, ils votent Front National et ils vont taper le carton pour le FC Connard. Donc, terminé. Terminé. On va aller vers les publics minoritaires, donc évidemment les immigrés, le nouveau prolétariat, et les causes minoritaires, les jeunes, d'où le fait de vouloir abaisser, comme le PS le veut, l'âge de la majorité de vote. Oui. Hein, et le vote des étrangers. Et puis bien sûr le vote des étrangers, c'est l'armée de réserve. C'est le point clé. Voilà. À laquelle d'ailleurs une partie de l'UMP, dont Mme Pécresse par exemple, n'est pas insensible, parce que eux aussi se posent la même question. Le petit peuple de droite, qui était traditionnellement les artisans, petits entrepreneurs et commerçants, leur tourne le dos. Et les prolos, il ne faut jamais oublier qu'il y a une tradition ouvrière du vote national. Je rappelle que 40% des ouvriers votaient pour le général de Gaulle. Tous ces gens-là ont tourné le dos à cette classe politique. Donc, même la droite de l'UMP se dit, bon, si on essayait de faire de la bonne gestion communautariste des régions, peut-être que, par exemple, je vous donne un exemple comme ça, peut-être par exemple que M. Tarek Obrouy, même de Bordeaux, pourrait être ami avec M. Juppé. Je donne un exemple comme ça, par exemple. D'accord. On a vu quelque chose sur les cartes qui ont été montrées lors du premier tour. On a vu quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que le vote pour le FN, en fait, était concentré sur les lignes de frontières. Par exemple, et par opposition de preuve, on va dire ça comme ça, la Bretagne, pour une raison XY, a un vote FN encore très bas, alors que le mouvement des bonnets rouges vient de là-bas, donc c'est assez incompréhensible, et bien entendu la Corse. Mais on voit bien la concentration du vote FN sur les lignes de frontières, et qui plus est, si on prend le RSA et la carte du chômage, deux cartes différentes, là pareil, on retrouve le FN. Donc effectivement, sur BFM ou iTélé, je ne sais plus, disait oui, ce sont les sans diplômés et les ouvriers qui votent FN. Et sous-entendu, les gens qui ont de l'éducation, voilà. Les gens qui ont de l'éducation, c'est-à-dire qui parlent latin. Hein. On est revenu au Moyen-Âge en fait. Hein. On est vraiment revenu au Moyen-Âge. Vous avez ceux qui parlent latin et puis vous avez les queues, les sans-dents. Alors, comme dans les visiteurs, vous voyez, c'est... Voilà, c'est la bonne santé des gueux. Le problème, c'est que là, pour le coup, c'est les gueux qui les ont rincés. Mais ils se sont pris une claque monumentale, on l'a vu. Et justement, il faut la remettre dans le fil historique. L'élite française, comme toutes les élites européennes, je prends une déclaration que personne n'a repris, qui date d'il y a 1 semaine et demie de monsieur Martin Schulz. Donc Martin Schulz, pour ceux qui connaissent le Parlement européen, c'est le chauve qui préside. Il a dit, si nous n'y prenons pas garde, dans 10 ans, l'Union européenne n'existera plus. Alors lui, à la base, il était libraire pour la gauche allemande, donc évidemment, lui, l'Union européenne, ça a été sa chance, vu que c'est vous qui le payez depuis plus de 20 ans. Le grand problème, c'est ça n'a pas été commenté par les autres membres de l'oligarchie, parce qu'ils savent qu'ils sont dans une course contre le temps et contre les populations. Mais ils y sont depuis quand ? Pour moi, ils en sont rendus compte au 29 mai 2005, qui est la grande date du début du réveil politique du peuple français. Là où une part de l'élite pro-européenne française et eurocrate d'un point de vue général, se sont dit, nous avons très peu de temps. Il va falloir commettre des actes définitifs, sinon les peuples vont nous balancer dans les cuvettes de l'histoire. Et aujourd'hui, c'est une phase de cet affrontement qui se joue aujourd'hui à chaque élection. Pierre, vous nous avez dit, là je reviens encore à une de revues de presse, je crois que c'est la dernière qu'on avait faite ensemble, vous nous avez dit très précisément, je m'en souviens, les libertés vont disparaître progressivement. Donc vous nous l'avez annoncé, tous les spectateurs sont témoins. Qu'en est-il aujourd'hui avec l'état d'urgence? Alors, le gros problème de l'état d'urgence, c'est qu'il peut se justifier par une situation à une condition d'avoir des hommes pour le maîtriser. Alors là, Manuel Valls et François Hollande sont déjà des hommes qui ont du mal à se maîtriser eux-mêmes, donc je ne les vois pas maîtriser un appareil policier. Le point que j'avais soulevé, c'est qu'aujourd'hui, le système, pour se survivre, n'a qu'une seule possibilité, qui était le grand gouvernement central. Et aujourd'hui, l'appel à la fusion des listes de Valls, les désistements quasiment systématiques, nous y arrivons, nous y sommes. C'est d'ailleurs la tentation du RPS ou de l'UMPS, j'ai horreur de les appeler les Républicains, ça rentre pas. C'est la tentation du parti, enfin ce que moi j'aime appeler le PMU, le parti maastrichtien unifié, oui, ou le parti eurocrate unifié. C'est la tentation du grand parti, disons,
des winners de la mondialisation, vu qu'il y a à peu près eux, il y a à peu près que en France qui en ont gagné, Oui. face à tous les autres. Et ça ne peut aller qu'avec une liquidation des libertés publiques. Je vous donne un exemple. Il y a aujourd'hui sur le bureau d'Hollande une proposition de réforme constitutionnelle qui impliquerait de faire en sorte que les parrains, lors de l'élection présidentielle, se dénoncent eux-mêmes, c'est-à-dire que ce soit eux qui apportent leur parrainage au Conseil constitutionnel. Ce qui veut dire que... Auparavant, c'était anonyme, c'est bien ça. Non, auparavant, c'était vous récoltiez vos parrainages et vous apportiez la liste au Conseil Des constitutionnel. 500 signatures. Et elle n'était publiée que concomitamment D'accord. à la... etc. Là, ça veut dire que, grosso modo, c'est vous voulez donner votre signature à un parti mal pensant, dénoncez-vous. Auto-dénoncez-vous. Là, pour le coup, on n'est même pas dans la délation, on est dans l'autodélation. Et à terme, il y a des projets sur la table, d'ailleurs des deux grands partis, de suppression, si ça se passe mal, de suppression de l'élection du président de la République au suffrage universel, parce qu'ils savent... C'est le rapport Peterson, il est là. Voilà. Ouais. Je suis le seul à l'avoir donné dans cette revue de presse en France. Personne d'autre n'en a parlé. Je vous le rappelle, tiens, ça fait pas... Ah non, parce que je l'avais publié le 12 ou 15 novembre 2014. Alors, c'est monsieur Jacob Kierkegaard, comme le philosophe. Je crois que Kierkegaard, ça veut dire cimetière, donc déjà, ça part mal. Déjà, on est mal barré, un côté très funèbre, mais bon. Auteur de cette analyse pour le think tank de Washington, de Peterson Institute. Ah non, j'ai pas été le seul. Les Échos en ont parlé, étonnant. Il demande la suppression de la présidence de la République française. Il dit que la France n'a strictement aucun intérêt à avoir un président, puisque ça sert à rien, sous-entendu, le pouvoir est à Bruxelles. Voilà. Donc là, au moins c'est clair. Ouais. Ils s'en cachent pas. Alors voilà, je vais vous donner le numéro de téléphone de monsieur Kierkegaard, donc c'est le 00 pour l'international, 1 202 328 9000. Voilà. Donc vous pouvez lui dire que vous n'êtes pas d'accord pour supprimer Monsieur Hollande, quoique. Enfin, quand même, c'est notre président, on le garde. On garde le principe. Le général de Gaulle, qui en 62 a fait la réforme constitutionnelle, qui nous a donné cette élection, c'était pour avoir un président indépendant des systèmes politiques et indépendant des coteries. Or, en France, c'est la Constitution de la Ve République qui le veut. Si on veut déverrouiller le pays de l'ensemble des servitudes qui l'entravent, c'est par l'élection du président de la République que ça doit passer. Ils le savent. Donc, ils maintiendront le système d'assemblée, le système parlementaire, qui est un système de petits joueurs dans lequel qui est une sorte de gigantesque bac à sable d'argent public dans lequel tous ces gens-là peuvent tripatouiller, et qui est, comme dans toute l'histoire de France, à chaque fois que nous avons un régime d'assemblée, Troisième République, rappelez-vous comment ça a fini, Quatrième République, rappelez-vous comment ça a fini, et ça finira de la même manière. Votre pronostic? Ce que je vois arriver, c'est premièrement, le Parti Socialiste est beaucoup plus résilient que nous l'avons cru. Hollande est beaucoup plus... sa rondeur crétine dissimule un lourd instinct de survie. Il a quasiment grillé son Premier ministre, donc je pense que Valls... il l'a fait volontairement. Bien sûr, il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Je vous ai remarqué que c'est Valls qui a demandé la fusion des listes. Hollande n'a même pas commenté. Il n'est pas bête. Vas-y, enfin, en première ligne, c'est là où il y a les balles. Réussir sa vie sans être président, je rappelle cette ligne voilà, tout importante. Hollande est beaucoup plus résilient que nous croyons. Il peut tout à fait s'imposer comme le candidat à gauche, même si aujourd'hui il a l'air grillé, calciné. Faut pas oublier que Chirac le prenait un peu pour son fils spirituel. Oui. Et Chirac est la preuve vivante qu'on ne sort de la vie politique, quand on est un politicard français, on ne sort de la vie politique que les pieds devant. Or, premièrement, Hollande n'est pas mort. Deuxièmement, l'UMP, l'UMP est en train les Républicains, enfin, ce que vous voulez, ils pensent que la voie centrale les amènera au pouvoir. Alors que rarement en France, l'électorat était aussi clivé. C'est-à-dire que les gens veulent qu'on parle de vrais sujets et ne veulent qu'on en parle sans forme de politesse. Les attentats, par exemple, ont été un grand révélateur de beaucoup de choses. Les Français veulent aujourd'hui qu'on mette les points sur les i et les barres au T. Et Sarkozy fait une sorte de course effrénée à l'eau tiède pour courir après les centristes, qui à l'UMP sont majoritaires en termes de cadre, donc il en a besoin pour la primaire, mais minoritaires dans l'électorat UMP. Minoritaire. L'électorat UMP a une... En tout cas, on a vu lors de sa dernière déclaration qu'il a fait un appel du pied direct aux électeurs du Front National, en disant qu'ils étaient républicains. Oui, et là, déjà, oui, mais le problème, c'est que là, à reluire, mais là, le problème, c'est comme toujours avec Sarko, quand il est pris au dépourvu,
il fait des têtes à queue. Pendant des mois, Sarkozy nous a joué le centriste à l'eau tiède pour reprendre une part de ses voix à Monsieur Bruno Le Maire, qui est vraiment le pire ennemi que nous pouvons avoir, parce que lui, il a une haine de la France qui est intellectualisée. Et là, Sarkozy, d'un seul coup, se dit « Oups, on est en train de perdre des voix, on est en train de perdre des voix, de perdre de l'influence et de perdre du pognon, parce que les élections, chez les Républicains, ça sert à ça, c'est de la mathématique électorale. Hein. Ils ont d'ailleurs un grand docteur de la mathématique qui est M. Balkany. Et c'est pas Black Masters, hein. Mais c'est lui qui a... Ce gars est spécialiste des trous sans fond. Hein. Ouais, mais c'est quand même lui qui avait appris les maths à Sarkozy. Et là, d'un seul coup, tête à queue, et vous remarquez quoi? Dès que Sarkozy a cette phrase, les électeurs du Front National sont républicains. Oui, il n'y a pas 28% de fascistes en France, oui, bravo. Bravo, là c'est même pas un problème intellectuel, c'est un problème oculaire. Or, qui lui saute dessus? Xavier Bertrand, Bruno Le Maire, oui, et évidemment, les deux intellectuels de service, NKM et Pécresse. Donc Sarkozy est pieds et poings liés par les centristes de son parti. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous commenter la grande sortie de M. Barthelone de hier, qui, qui a convaincu tout mon entourage de voter pour Mme Pécresse? Ah oui, non, mais là, faut faire. Là, Barthelone a fait très fort. Là, oui, mais en plus, avec des grands gestes. Pour s'en prendre aux Républicains, Claude Barthelone frappe fort. Il a choisi d'utiliser l'une des expressions les plus polémiques de ces derniers mois. Sans cesse, ils font cette insupportable danse du ventre aux électeurs du FN à grands coups de race blanche. Race blanche, un terme assumé, répété d'ailleurs dans cette interview à l'Obs. Là encore, Valérie Pécresse est dans son collimateur. Elle tient les mêmes propos que le FN. Avec un discours comme celui-là, c'est Versailles, Neuilly et la race blanche qu'elle défend en creux. Il essaie de se donner des airs de tribun à Mélenchon, et là on se rend compte en comparant les deux que bon, du coup Mélenchon il apparaît vraiment genre Mussolini quoi. C'est vraiment l'imitateur quoi. C'est triste. Non mais c'est assez typique de Don Barthelone parce que il suit un peu la logique de Valls, c'est-à-dire bon quand on n'a rien à dire, on compense par l'antifascisme. Oui, par de la manifestation pour tous, voilà, pour le pour tous, voilà, pour le pour fascisme, voilà, c'est des fachos, ce truc, ça mange pas de pain, ça mange la pas race de pain. blanche, voilà. Et en réalité, on est vraiment, si vous voulez, Pécresse dont elle qui veut suivre la suppression de communes, hein, je le rappelle. Oui, tout à fait, mais Pécresse dont Barthelone, on est vraiment, c'est duel d'intello dans un tunnel, quoi. C'est une vision de cauchemar. C'est un cauchemar pour l'Île-de-France. Bon, l'Île-de-France, la situation régionale, de toute façon, était bloquée. La seule bonne surprise de l'élection en Île-de-France, c'était le score de Dupont-Aignan. Pourquoi? Parce que qu'il a réussi son pari. Absolument. Il a réussi son pari, il a tenu, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné de consigne de vote, et il a tenu, il a fait quand même plus de 6,5, tout seul à la force du poids de ses militants. Bon, il a réussi son pari, c'est Debout la France est un parti qui est aujourd'hui installé. Ensuite, le deuxième tour pour l'Île-de-France, il est juste catastrophique. Parce qu'entre l'homme qui a flingué une partie du 93, qui en avait déjà pas besoin, déjà ce qu'il y a dedans, qui est Don Barthelone, et Pécresse, si vous voulez, qui est la quintessence du boboïsme de droite, qui diffère du boboïsme de gauche, parce qu'il a la même bêtise, mais sans cette naïveté rafraîchissante, qui au moins nous en donne une relative pitié. Cela dit, Valrand Chinsuste, excusez-moi, mais j'ai vu le débat... de toute façon, pour rattraper. Ah non, mais de toute façon, le Front National ne peut pas prendre une région comme la région Île-de-France. C'est pas ça le problème. Ils auraient pu envoyer quand même quelqu'un un jour, quoi, avec un logiciel à jour. On va dire ça comme ça. Mais la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui est soucieux de l'avenir de l'Île-de-France, faut aller taquiner le gardon, quoi. Non, cela dit, le score de Saint-Just était considérable pour l'Île-de-France. Bien sûr. Il a fait un progrès énorme par rapport au départemental, rappelez-vous. Oui, tout à fait. La seule chose, c'est sociologiquement, il y a des pesanteurs à Paris, et il y a des pesanteurs dans la région Île-de-France. Premièrement, le 93. Deuxièmement, les quartiers des winners de la mondialisation. C'est un concentré de sociologie française, Île-de-France. Car vous avez, grosso modo, la racaille d'en haut et la racaille d'en bas, et vous avez les braves gens au milieu. Et ça, un parti enraciné, un parti national quel qu'il soit, ne peut pas l'emporter. Voilà, la seule chose, c'est que la grande surprise de ce scrutin, c'était vraiment le score de Dupont-Aignan, et je pense que ça méritait d'être souligné. On a les résultats donc du deuxième tour.
le FN n'a quasiment pas de siège. Ça ne remet absolument pas en cause le raz-de-marée en termes d'inscrits qui a eu lieu. La dynamique porte le mouvement national d'un point de vue général et le parti qui est le plus fort, le plus ancien, etc., à tort ou à raison, qu'est le Front National. La seule chose qui a été réussie, c'est pas le martelage de la trouille, tout ça, antifasciste, etc. C'était que ça. C'était l'utilisation par le PS et par les Républicains de l'ensemble de leur réseau, c'est-à-dire qu'on a fait pression, par exemple, je pense à la région Nord-Pas-de-Calais, on a bien appelé les gens en leur disant ta belle-sœur travaille au Conseil Général, etc. Le bon clientélisme PS. Je vous rappelle que l'ancien maire d'Hénin-Beaumont, ville tombée dans l'escarcelle du Front National, avait écrit un ouvrage que je vous recommande d'ailleurs, qui s'appelle Gauche Mafia, alors qu'il a 25 ans, il a 25 ans de Parti Socialiste derrière lui, donc il connaît l'arrière-boutique a priori les glauques. Et Martine Aubry, parce que c'est elle qui gère réellement la région Nord, a disons que le clientélisme bien gras, on connaît. Non mais Martine Aubry, elle fait aussi le 3e tour. Elle. Oui, certes. Mais bon, nous avons un excédent viticole, donc ne critiquez pas trop Pierre, je vous remercie. On dirait. C'est la 3e mi-temps. Attention, elle peut être redoutable en 3e mi-temps. Si vous voulez, objectivement perdre contre la coalition de tous, c'est non. Si vous voulez, personne n'a démérité. Le seul point, sur les 3 tentatives de duel, il n'y en a eu que 2 de réalisées, celle du motocycliste Estrosi en PACA et face à Marion Maréchal Le Pen, et dans la région Nord-Pas-de-Calais face à Marine Le Pen. Ils ne sont pas, par exemple, arrivés à le faire en Alsace. Oui. Face à Florian Philippot. Pourquoi ? Parce que quand on connaît le CV du dirigeant socialiste, M. Masseret, je crois, mais ils ont tenté d'appeler un à un, parce que pour tuer une liste régionale qui ne plie pas, vous devez liquider la moitié des colistiers personnellement. C'est-à-dire que les gens doivent aller eux-mêmes à la préfecture en disant « je me retire ». Ça veut dire 95 personnes dans le cadre de la liste Alsace. Ils ont tenté de faire ça, en faisant pression sur les gens. Le problème, c'est qui est cet homme ? C'est un homme qui a à peu près... Moi, je vois à peu près son profil, qui est écœuré de la manière dont Cambadélis, parce que frère Cambadélis, ancien lambertiste, est un épurateur politique né. Toute sa carrière, il l'a fait en plantant des gens. Donc je pense qu'un mec qui est à peu près honnête, qui n'est pas dans les lignes de force du Parti Socialiste, qui sont nord-sud, lui, il est excentré par rapport aux lignes de force de la rue de Solferino. Il s'est dit, bon, je vais les envoyer chier une bonne fois pour toutes, toute cette bande de connards. Et puis voilà. Mais d'un certain côté, ça prouve qu'il n'y a pas encore... Si vous voulez, que c'est pas encore un parti qui anthropologiquement qui n'attire que la Lille de la Terre. Cet entre-deux tours a vu le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale en poste, possédés par leurs emportements, y tenir des propos d'une irresponsabilité inquiétante qui conduisent à s'interroger sur les dérives et les dangers d'un régime à l'agonie. Merci et bravo, chers amis, de vous être affranchis de mots d'ordre indécents, des campagnes de calomnie et de diffamation. Politiquement, cette élection constitue une formidable et bienfaisante clarification. Elle a mis au grand jour le mensonge fondamental sur lequel repose depuis des décennies tout le système politique français. Les désistements mutuels, notamment dans notre région comme en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ont révélé sans aucune ambiguïté possible les liens jusqu'ici occultes de ceux qui disent s'opposer mais en réalité vous trompent, se partagent le pouvoir pour en jouir sans jamais résoudre vos problèmes, pire, en conduisant mandat après mandat le pays à la submersion et au chaos. Vous avez tous contraints. Tous contraints, vous ne déméritez pas de perdre dans ce cadre-là. La seule chose, c'est que là, la démocratie française est malade. Oui. La démocratie française est gravement malade. Avec 40% de gens qui votent FN, et pas quasiment 2 députés à l'Assemblée, il y a un sérieux problème démocratique. Là, on est dans un pays fasciste quasiment. Fascisme soft. On nous a fait vraiment une campagne. Ils nous ont refait 2002 pour des régionales. Ils sont tellement à genoux qu'ils nous ont refait
On fait manifester les gosses. On fait... Non, il y a eu mieux. Non, Pierre-Yves, il y a eu mieux. Vous avez le patron des patrons, Monsieur Gattaz, fils, hein, parce que moi j'ai connu une première interview en jeune journaliste, c'est son père. Oui, bien sûr. Et donc il dit surtout, ne votez pas parce que là ils vont augmenter les salaires. Déjà le mec, attends, déjà, ne votez pas pour eux, ils vont vous augmenter vos salaires. Non mais c'est génial. C'est génial, c'est grandiose. Non mais attendez, rappelez-vous quand même que le personnage n'est pas son coup d'essai. Il avait fait un communiqué le lendemain des attentats en disant antiterrorisme oui, mais que ça n'augmente pas les dépenses publiques. Il y a des gens qui doivent faire attention quand ils disent des conneries. Ne votez pas, gueux sans dents, pauvres ouvriers, ne votez pas pour le FN, ils vont vous augmenter vos salaires. Ça, c'est le patron des patrons qui... Alors, et là, les mecs, on demande sur quel... Non mais attendez. Attends, il y a eu mieux. Il y a eu Salma Hayek, la milliardaire, l'actrice, épouse du milliardaire Monsieur Pinault, qui fait une interview sur BFM-VC en disant en anglais, hein, parce que depuis 10 ans qu'elle est là, elle a toujours pas appris le français, donc c'est intéressant. Donc elle dit qu'il faut vraiment pas voter pour les méchants du FN. Hein. Une milliardaire qui explique ça aux sans-dents et aux pauvres. Donc, Non mais attendez, on a mieux. Il y a eu Monsieur Muliez, donc héritier de la grande fortune des supermarchés, qui dit si Marine Le Pen passe dans le Pas-de-Calais, je retire toutes mes entreprises, etc. Bon, il me semblait qu'il était déjà à Bruxelles, mais c'est peut-être son frère ou son cousin, peu importe. Enfin, en tout cas, c'est génial. Les gens très très riches menacent les pauvres de quitter le pays s'ils votent mal. C'est du chantage. Non mais c'est incroyable. Si vous voulez, je vais aller c'est même aux États-Unis, ils n'ont pas fait des trucs pareils. Je vais aller encore un peu plus loin. Si on voit la carte des votes Front National, historiquement, il se concentre dans la fameuse ligne Le Havre-Marseille vers l'industrie lourde. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que c'est à l'Est que ça fait les meilleurs scores. Mais aujourd'hui, si on voit la carte actuelle, et que la lecture économique du phénomène, c'est qu'aujourd'hui, toute la sphère industrielle a voté. Toutes les régions qui ont des industries plus uniquement lourdes, mais des industries de deuxième degré par rapport au modèle agricole, etc. On vote tous, le peu qui reste a voté quasiment comme un seul homme pour les partis nationaux et pour le Front National en particulier. Pourquoi ? Parce que eux, même si leurs dirigeants ne le verbalisent pas encore, eux, c'est pas des winners de la mondialisation. C'est pas des winners de l'euro. C'est-à-dire la France qui travaille est appauvrie par la destruction de l'État et par l'euro. Et tous les travailleurs détachés. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Comment fait-elle pour répondre ? Elle fait répondre. Les winners, manque de peau. Les winners, bah voilà, bon, ouvriers. Cuisse de poulet. Non mais voilà, c'est ouvrier du Pas-de-Calais. Affronte ta misère. Tu as le soutien de Danny Boone. C'est génial. En plus, il est exilé fiscal. Il est exilé fiscal. Il nous manque que Yannick Noah. Pour le coup, il a eu l'intelligence de Ster. Ouais, si vous voulez, vous avez des gens qui sont... Ce sont des gens qui sont des Français de passage. C'est-à-dire pour la France, une résidence secondaire. Ils viennent vous donner les ordres de syndic. Ce soir, une catastrophe a été évitée de justesse. Il faut en remercier les millions de personnes qui ont voté avec des bulletins de vote pourtant contraires à leurs convictions les plus profondes. Le gouvernement et le Premier ministre, responsables en premier rang de cette débandade, auraient tort d'analyser comme une victoire un score acquis sous la menace et le chantage. Tout au contraire, il doit entendre le message de colère que le pays a adressé et prendre ses dispositions pour que le premier responsable de la politique qui a créé cette situation soit renvoyé dans ses foyers, M. Manuel Valls. Qu'est-ce que ça veut dire pour François Hollande ? Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Ça ne va pas forcer l'agenda du gouvernement. Rappelez-vous, après les dernières déculottées, et nous en avions parlé ensemble, je vous avais dit, il ne changera pas, il ne bougera pas, il ne démissionnera pas. C'est exact. Et il n'a pas démissionné, et Valls ne bougera pas. Il a une stratégie complètement folle de se maintenir à Matignon en surcompensant dans l'antifascisme pour être l'espoir de la gauche, ce qui est une folie. Tant qu'à faire, autant qu'il intronise déjà Macron comme l'avenir du PS, ça ira plus vite, puisque c'est un suicide en live. Mais Hollande a tout intérêt à garder Valls, vu qu'il est à peu près le seul à vouloir devenir le challenger de Hollande pour la prochaine présidentielle à gauche. Donc Hollande n'a aucun problème, il faut qu'il le maintienne pour le griller au maximum, et le personnage est suffisamment doué
pour s'auto-mitrailler chaque jambe, donc aucun problème là-dessus. La seule chose, c'est qu'il va poursuivre son agenda, il va essayer de surcompenser par l'Europe, mais là, comment faire alors? Parce que l'Europe craque de partout, les Polonais, les Danemark sont en train de se foutre en l'air. Donc Hollande va se raccrocher comme tout bon rocardien aux 2 dernières mamelles du Parti Socialiste, l'Europe et l'antiracisme. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont faire chanter We Are the World de Michael Jackson dans les écoles? Enfin, le vote aux étrangers. Voilà. Je pense qu'ils vont la seule solution pour 2017, c'est donner le vote aux étrangers. Ça, oui, tout à fait. Le problème, c'est que pour ça, il faut réunir le Congrès. Là, il y a un changement constitutionnel à faire. C'est une majorité des 2/3. Bon courage, parce que là, tous les députés de droite, qui voteront ça, vous inquiétez pas, c'est déjà dans le programme de Mitterrand en 81. Donc, les promesses du PS, ou même les promesses de l'UMP, comme disait Charles Pasqua, le regretté, ça n'engage que ceux qui les croient. Mais, objectivement parlant, il faut les 2 tiers au Congrès. Tous les députés de droite qui vont voter ça se prendront ça en pleine figure au scrutin suivant. Or, le système parlementaire français est inapte à gouverner. Par contre, pour se maintenir, c'est quand même les meilleurs. Ah oui, c'est clair. Écoutez les lois qui se sont votées sur la mesure. Ne sous-estimez jamais chauffage. Non, l'indemnité chauffage pour l'hiver des sénateurs, c'est quand même un grand moment. Hein. C'est 2 000 €. Hein. Déjà, les mecs, ils vont pas très vite, donc ils vont pas. Voilà. Ah, vous inquiétez pas, ils avaient fait une prime de sourire pour les conseils généraux. Voilà. Pierre-Yves, une question à propos de Mélenchon. Comment se fait-il que la gauche de la gauche, genre Syriza en fait, hein, on va dire ça comme ça, pourquoi elle ne profite pas de ce qui se passe? Pourquoi ça ne profite qu'au FN? Parce que justement, la gauche de la gauche française, qui est pourtant un peu plus lestée intellectuellement que Podemos ou Syriza, lesté, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Non, mais il y a des gens très intelligents au front gauche, il y a des idées, par exemple, en termes de politique étrangère, ils ont des... Non, mais en général, quand on leste un cadavre, hein, c'est pour qui... Non, mais ils sont plus lestés. Attendez, Podemos, le vrai programme de Podemos, c'est la haine de l'histoire de l'Espagne, et le vrai programme de Syriza, on a vu ce que ça pesait. Or, on va y revenir tout à l'heure. Pourquoi Mélenchon n'y arrive pas? Pour une raison. Il faut prendre les souffrances du peuple français telles que le peuple français les exprime, et pas lui dire ce que vous vivez n'existe pas. Il défend tout le système immigrationniste en France. Il est immigrationniste, et deuxièmement, il a des doutes, on a beaucoup de doutes sur sa position européenne. Voilà, c'est pas pour rien, par exemple, que certains petits partis, je pense, attirent beaucoup de jeunes venant de la gauche. Je pense à l'UPR par exemple. Pourquoi? Parce que la gauche en France n'est pas sérieuse, elle n'inclut pas l'identité, la souveraineté et le modèle économique, donc grosso modo, elle fait les bonnes œuvres, elle fait la dame patronesse de l'eurolibéralisme en disant « Mes pauvres travailleurs, vous vous êtes fait violer, je vous apporte des pansements ». Voilà, encore heureux que les Français ne couronnent pas ça. Ensuite, ça ne retire pas au fait que Mélenchon soit un homme de talent. La seule chose, c'est son intérêt, s'il veut survivre politiquement, à bien regarder l'état de son programme et peut-être à faire ce que Syriza n'a pas osé faire, Podemos n'a pas osé faire, c'est-à-dire de retirer certains punkachiens et autres qui sont les gauchistes de ces mouvements qui leur imposent des thèmes débiles et des orientations débiles, et aller réellement vers le peuple. Parce que ces gens qui ont du peuple plein la bouche et qui en réalité se comportent comme disait Jules Renard, comme tous les staliniens, voilà, qui en réalité se comportent comme disait Jules Renard, le peuple oui, du moment qu'on voit pas sa sale gueule. Les Anglais ont qualifié de révolution ce qui s'est passé samedi avec le raz-de-marée FN. On poursuit des tendances. En plus, la Grande-Bretagne, la seule fois où ils ont fait une révolution, ils ont décapité un roi. Oui, avant nous. Et à l'âge. Nous, on est quand même plus, on est des ingénieurs. On a fait la guillotine. Mais eux, ils se restent au travail manuel. Voilà, objectivement, on est que sur des tendances qui se poursuivent. Mais on a vu ce qui s'est passé en Angleterre pour Nigel Farage. Cameron a tout fait pour l'empêcher d'accéder à la Chambre des communes. Voilà. Mais vraiment, ils ont déployé des efforts phénoménaux. Mais Cameron est dans la masse, est dans la NAS. Vous connaissez encore mieux Nigel que moi, d'ailleurs, c'est grâce à vous que j'avais pu le rencontrer. Nigel Farage, objectivement, soit le UKIP tuera le Parti conservateur, comme le Parti travailliste a tué les libéraux dans les années 20, soit Cameron est obligé de mener le référendum jusqu'au bout. Donc dans les deux cas, Farage gagnera. Bien, alors maintenant, mon cher Pierre-Yves, cher spectateur, lecteur, moi qui vous parle souvent, parce que je vais m'écrire un livre sur le sujet, 666, sur la planche à billets, qui va déclencher la révolte des peuples, etc. La Finlande
veut lancer une planche à billets, donc comme les Américains, hein, bien entendu, comme ils font d'habitude. Mais alors là, la grande différence est donner 800 € par mois à ses citoyens. Ouais. Ça devient plus intéressant. Voilà. Alors, je vous dis ça, l'option du bouton nucléaire séduit de plus en plus les pays nordiques. Vendredi, le ministère des Finances finnois, constatant la lente descente aux enfers de ces industries, donc récession constante, depuis qu'elle a rejoint l'Europe, eh bien, elle a été obligée de réagir. Hein, elle a perdu un quart de son industrie, donc, comme la France. Hein, l'Europe, en fait, est un destructeur des industries au profit des États-Unis et de la Chine. Voilà. Et donc, c'est un scoop d'Ambrose Evans Pritchard dans le Télégraphe. Et donc, la Finlande envisage, très sérieusement, de lancer sa planche à billets, comme dans le livre Faust II de Goethe, hein, et d'allouer 800 € par mois à chaque adulte afin qu'il puisse dépenser un peu plus et remonter ainsi le niveau de consommation du pays. Je vous épargne tout le texte, hein. Allez sur quotidien.com, vous avez tout ça. Alors, je vous dis simplement, jusqu'à présent, les planches à billets de la Bank of England, de la Federal Reserve Bank, de la Banque du Japan, etc., ont toujours servi à racheter les actions d'Apple, d'IBM, General Electric et patati patata, et du CAC 40 afin de faire léviter le Dow Jones et par extension les marchés financiers pour faire croire au monde entier que tout va bien. Il n'y a que sur le marché financier que tout va bien. Oui, sinon, c'est que des licenciements. Voilà. Le peuple, en revanche, dans la rue, dans les commerces, etc., ils n'ont jamais vu la couleur. Ouais. Les Finnois, et celle-là, votre analyse va être intéressante, profondément calvinistes, pensent que s'ils lancent de la monnaie de singe, autant de la donner directement au peuple afin que cela redémarre l'économie. Pourquoi pas? Comme l'a dit le chef économiste de la Citibank, Willem Buiter, en personne, et ça c'était en août dernier, pendant que vous étiez tous en vacances, et vous aussi, seule la monnaie de singe peut maintenant sauver le monde. Tout ce qu'on dit dans cette revue de presse, et vous étiez là au départ depuis 2008, à propos de la planche à billets, voilà, en tout cas ça nous promet un joli reportage en Finlande, hein, c'est une évidence. Non mais c'est quand même complètement fou, c'est quand même complètement fou. Mais pourquoi pas, hein, c'est la Révolution française avec les assignats, c'est John Law avec son... mais ils l'ont jamais donné au peuple. Ils l'ont jamais donné au peuple, donc là c'est vraiment une première. Alors, à titre personnel, mieux vaut cette solution-là plutôt que de calmer les marchés. Youpi, voilà, tenez le périph', des billets de 100 €. Vas-y, continue. Je vais vous lancer des billets. Objectivement, merci. Les populations, premièrement, leur redonner une partie de l'argent qui fondamentalement leur a été volé. Si vous voulez, c'est pas si mal. Le seul problème d'utiliser la consommation dans le cadre européen, c'est que la plupart de l'argent, quand il sera dépensé vers l'étranger, vu qu'il n'y a pas de relèvement de la douane. Ça va faire ce qui est arrivé aux socialistes en 81. Mais le processus, tant qu'on n'est pas dans l'option reset, c'est-à-dire dans la remise à plat du système après implosion, parce que maintenant, si vous voulez, l'option politique, à mon avis, ne vivra pas longtemps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer le système monétaire international, si vous voulez, à froid. Il faudra un grand bouleversement pour que ça se fasse. Et pour l'instant, tant que ça n'a pas sauté, les pays doivent survivre. Et mieux vaut la rigueur dans un système où tout le monde émet, et où on est contraint d'émettre, mieux vaut émettre et donner à sa population qu'émettre et donner au marché. Attendez, Pierre, attends. Le choix du ministère des Finances finnois, Helsinki, il y a l'enfer dedans, vous voyez, donc j'ai toujours associé la planche à billets à l'enfer, vous voyez, on y est, ça trouve son principe donc à Helsinki. Alors, les grands technocrates de Helsinki, c'est pas par hasard qu'ils ont décidé de donner ça au peuple. Vous devez mettre ça en correspondance avec toute la masse, tout le pécule, la monnaie de singe qu'ils ont fait, la Fed, et bien entendu le Bank of Japan, ont fait depuis 2008 pour sauver les banques. Et ils en ont fait tant que maintenant on est au taux négatif. On est au taux négatif. Ça veut dire que les livrets d'épargne des Finnois, des Suédois, des Danois, des Italiens, des Espagnols vont être à, et on va y revenir, on a plein de biscuits là, ils vont être à 0%, et ça se trouve, le gouvernement français va être obligé lui-même de instaurer le taux négatif sur les livrets A, parce que autrement il explose dans une gerbe de lumière. C'est tous les feux d'artifice du 14 juillet depuis 1789 réunis en une seule gerbe. Non mais il faut comprendre.
Donc c'est pas du tout par hasard. Ça c'est pour compenser le taux négatif à cause de toutes les autres planches billets. Vous imaginez en France, s'ils décidaient, on donne 800 € à tout le monde? Oui. Remarquez avec le RSA, Non, mais attendez, d'une certaine façon. on a injecté tellement de monnaie dont aucun projet concret n'a vu la couleur. D'ailleurs, c'est pas pour rien. Les premiers à avoir pensé à ça, c'est les revues du MIT. C'est les Américains qui ont pensé. Et si on donnait directement aux populations, ça gâcherait moins. Non, mais le pire, c'est que c'est pas faux. Parce qu'une partie des gens, bon, la trappe à consommation, ce sera une catastrophe. Oui. Mais une partie des gens peut peut-être l'utiliser pour investir, etc. Ce qui, je ne valide pas le processus. Je dis juste que mieux vaut encore, si ça doit avoir lieu, que ça ait lieu comme ça, plutôt que la deuxième tranche de 1000 milliards que la BCE va mettre, parce que maintenant c'est le tour de la BCE d'injecter, vu que deuxième couche. Voilà, deuxième couche, parce que la Fed estime avoir fait son temps. Ça me fait penser à une pub là, qui passe en ce moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Vraiment pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Parce qu'une diarrhée n'arrive jamais au bon moment, découvrez Smectalia suspension buvable en sachet prête à l'emploi. Là, c'est la diarrhée financière. Et là, le mec, le Draghi, il n'a pas le choix, c'est pas le moment. Mais si, deuxième couche, hein, voilà. Ouais. Non, mais c'est grave, c'est gravissime. Alors, juste un peu d'humour dans cette histoire financière. Alors, mon cher Pierre-Yves, alors là, vous allez adorer. Le ministre grec qui a oublié de déclarer sa fortune sur sa feuille d'impôt. Ah, bah, tiens. Alors, un nouveau scandale à Athènes où les Grecs ont découvert qu'ils avaient eux aussi leur thévenoud et leur, comment s'appelait l'autre déjà, Cahuzac, allergiques aux déclarations fiscales. Seul souci, c'est le ministre de l'économie. C'est le ministre de l'économie. Je rappelle que Cahuzac était préposé à la chasse à la fraude fiscale. Ouais, absolument. Non mais c'est génial, comme quoi, hein. Voilà, ils sont toujours de gauche, hein, vous remarquerez. Et c'est le ministre de l'économie de Syriza. Oui, bien sûr. Hein, le parti de Monsieur Tsipras. Alors, il est ministre de l'économie du tourisme, hein, donc voilà, parce que ne pas confondre avec le ministre des Finances, qui est, par exemple, Varoufakis, l'ancien. Bref, Monsieur Statakis a juste oublié de déclarer 1,8 million d'euros sur ses comptes, ainsi que 37 de ses biens immobiliers qui lui appartenaient en propre. Le type est quand même celui qui envoie les feuilles d'impôt grec, quoi. Le mec, il a oublié de se mettre sur la liste. C'est génial. Non, mais c'est non. Comme on dit, les pauvres, c'est fait pour rester pauvres, et les riches, surtout de gauche, c'est de s'enrichir encore plus sur leur dos. Non, c'est énorme. Non, mais c'est absolument énorme. Et Katerimini, donc le quotidien grec que vous connaissez, a écrit pudiquement Monsieur Georges Statakis va avoir une enquête parlementaire sur le fait qu'il n'a pas déclaré ses 2 comptes bancaires, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, donc vous avez tout le détail. Une enquête parlementaire comme ça. Voilà, puis une enquête parlementaire, c'est comme avec Cahuzac et l'autre, là, ça va prendre des mois et des mois. Cahuzac est toujours pas en prison d'ailleurs. Bonjour Monsieur Cahuzac. Vous inquiétez pas, il enverra pas la couleur non plus du fond d'une cellule. Et alors, comme tout vol en escadrille chez Syriza, un ancien député donc de chez eux a été condamné par un tribunal grec pour blanchiment d'argent. Comme quoi, c'est pas réservé qu'à la seule droite. Hein. Plus ils sont à gauche et plus ils ont des problèmes avec l'argent, vous avez remarqué? C'est l'avantage de parler au nom du peuple. Voilà, c'est au nom du peuple, bien voilà. Entendu. Voilà. En général, très souvent d'ailleurs, ce sont des économistes marxistes. Hein, voilà. Non, mais c'est quand même incroyable. C'est pour ça que je dis, ne confondez pas avec Varoufakis, ministre des Finances, qui lui avait ouvert un compte à Oman. On en a parlé dans la dernière vidéo, pour toucher les revenus de ses conférences. Voilà. Enfin bref. Alors, il y a une information qui traîne en ce moment. Le ministère des Finances veut que chaque Grec déclare sur sa feuille d'impôt 2015 tout le liquide dont il dispose chez lui, sous le matelas donc, son or, ses bijoux de valeur, les bijoux de sa femme, pierres précieuses, métaux précieux, meubles rares, et bien sûr toute propriété meuble, au sens qui se transporte. Hein, dans genre tableau, machin, etc. De plus de 15 000 € de valeur au total. Hein. Et cela aurait été fait par Athènes à la demande de la Troïka. Voilà. Si cette information est exacte, donc je vais la vérifier, hein, eh bien cela me donnera l'occasion de revenir massivement dessus, parce que là c'est quand même énorme. Votre commentaire, Pierre-Yves, sur ces actions de Syriza qui sont en fait pires que la droite?
C'est incroyable. C'est même pas une question. C'est même pas une question de droite et de gauche. Et si vous voulez, quand vous êtes dans la NAS européenne, ben déjà vous copiez vos maîtres, vous leur obéissez, vous les copiez. C'est-à-dire vous faites de la corruption. Bon, je vous rappelle quand même que à Bruxelles, il n'y a pas de corruption, il y a du lobbying. Bon, tralala. La corruption n'est pas visible parce qu'elle n'est pas sanctionnable. Vous faites ce comme font vos maîtres, mais surtout ce qui est réellement le pire, c'est qu'ils vont aller au bout de la folie austéritaire. Parenthèse, hein. En Grèce, les expropriations ont commencé depuis 3 ans. Donc, je vous explique dans la revue de presse la méthode de voyou de la Troïka, car je l'ai vue et comprise lors de mon reportage à Nicosie, à Chypre. Eh bien, la méthode est en action en ce moment même en Grèce, on peut le retrouver, et la presse généraliste l'a enfin vu. 300 000 personnes, au moins, vont être touchées par... au minimum, vont se retrouver dans la rue, ayant perdu leur emploi grâce à la politique d'austérité. C'est-à-dire, c'est les 2 étaux, là. Hein, voilà. Ne pouvant rembourser le reste de leurs prêts, leur maison ira dans le bilan des banques, dont la colonne active va ainsi gonfler. Et comme presque toutes les banques grecques appartiennent plus ou moins à des capitaux étrangers maintenant, eh bien, vous avez, par définition, chers spectateurs, vous n'avez pas besoin de nous pour tirer la conclusion qui s'impose. Et la même situation de saisie a hélas commencé en France, on en a déjà parlé dans la dernière vidéo avec Laurent, et vous pouvez le retrouver des articles sur la revue de presse beaucoup plus bas, en raison de la hausse massive des impôts que les gens ne peuvent pas payer. Et donc, du coup, ils ont les huissiers qui viennent les visiter. Voilà. Et c'est dans le Parisien et dans l'Humanité, je précise. L'Humanité, ça leur arrive de publier une info, les gars. Votre commentaire là-dessus? L'austérité, le prix de la survie de l'euro. Toujours. Ça, de toute façon, l'équation ne changera pas. Ils peuvent sacrifier la Grèce, le Portugal, l'Espagne, aujourd'hui l'Italie, la France. Ils peuvent tous nous tuer. Si vous voulez, ça a commencé. Ils peuvent tous. L'expropriation des Français a commencé par la hausse des impôts. Ils peuvent tous nous tuer. Ils changeront pas le réel pour autant. Ils élimineront les témoins du réel. C'est tout. Voilà. Parce que ils appliquent un mécanisme fou et ils pensent qu'en tapant plus fort à coups de marteau, un mécanisme vicieux va devenir vertueux. Si vous voulez, ça n'existe pas. Ils vous diront, mais regardez, au Portugal et en Espagne, beaucoup moins de chômage des jeunes grâce à nous. Bah oui, les jeunes Espagnols étant retournés en Amérique latine et les jeunes Portugais en Angola, c'est sûr qu'ils sont pas au chômage. Leurs chiffres sont aussi bidonnés, même plus que ceux évidemment, bien évidemment. Or, aujourd'hui, si vous voulez, c'est ça que je vous disais quand je vous parlais d'acte définitif par l'eurocratie. C'est-à-dire qu'ils vont faire ce que tous les maniaques font quand ils sont pris par le réel, c'est-à-dire ils vont taper comme des sourds. Point. Ils ne savent faire que ça. Et ça masque une chose, ça masque la peur qu'ils ont des populations. C'est-à-dire, on va vous briser une bonne fois pour toutes, comme ça vous allez rentrer dans le rang. Une bonne fois c'est ce qu'avait dit Varoufakis. C'est l'effondrement psychologique des populations. En juin dernier, ou au mois de mai ou en juin, je me souviens. Tout à fait. Varoufakis avait rapporté cette anecdote. Voilà, casque à pointe le ministre allemand. Nous allons faire hurler les Grecs afin que leurs cris soient entendus par les Français. Sous-entendu, voilà, vous pouvez retrouver ça dans les archives du mois de juin 2015. Alors, Pierre-Yves, puisqu'on est dans la Grèce, ou en Grèce, alors là, c'est une triste nouvelle, mais on n'est plus à ça près. Parce que, voilà. Alors, comme la Grèce, justement, la France a commencé à vendre ses îles. En Grèce, ça avait commencé en 2009. Vous vous souvenez? On en parlait ensemble. Athènes avait mis une seule, à l'époque, une seule île en vente pour rembourser sa dette. 6 ans plus tard, c'est une 50aine d'îles qui sont en vente. Brad Pitt en a acheté une, ainsi que tous les chèques du pétrole. Eh bien, ça y est, la France s'y est mise. Alors, pas acheter une île grecque, je précise. Avant de la sienne. Elle vend aussi son île au large de la commune de Saint-Marcouf, dans la Manche, où se trouvent 2 îles, l'île de Terre et l'île du Large. Si la première est une réserve naturelle ornithologique, l'autre est un bien de l'État qui sera bientôt mis en vente. Et ben voilà. J'avais plaisanté voici quelques mois disant qu'à ce rythme, Bercy va finir par vendre l'île de Ré, la Corse ou la Guadeloupe. On y est. Et en fait, Bercy a bien commencé sa braderie des îles. Témoin, l'île du Large de Saint-Marcouf. Voilà, et c'était dans Normandie Actu. Merci à Monsieur Moulin. Non, mais c'est quand même incroyable, cette information. Comme d'ailleurs la vente, enfin, c'est pas une vente, c'est une location sur 60 ans du château de Versailles. Donnée, mais c'est une vente. C'est la vente du château de Versailles d'une aile à je ne sais plus quel groupe hôtelier. C'est bien entendu a été publié le 15 août, ou le 20 août,
je l'avais abordé dans la revue de presse du mois de septembre, et bien là, pareil, en toute discrétion, personne n'a repris le fait qu'on commence à vendre nos îles. Mais c'est hautement symbolique, ça. C'est hautement symbolique. On commence par une île, et ensuite on en vend 10, 15, 20. Pourquoi on a qu'à leur vendre Hollande. Ils veulent du territoire. Hollande est un territoire à lui tout seul. Voilà. on leur fait un leasing gratos en plus. Ils nous en débarrassent. Est-ce que vous avez vu, vous êtes historien aussi, hein, parce que vous avez vu des pays qui ont vendu oui, c'est vrai que la France a vendu la Louisiane, mais enfin c'était un peu loin. Oui, c'était un peu loin. Puis à l'époque, il y avait des questions militaires en jeu, etc. Ensuite, aujourd'hui où la puissance, où la puissance, pour la France en tout cas, est sur mer, cela relève, la haute trahison, le nain l'a enlevé pour éviter d'avoir à la subir, fort bien, ça relève de toute une partie du code pénal sur les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et de l'État. Objectivement, la puissance de la France ne peut revenir, à mon sens en tout cas, que par la mer. S'attaquer à nos îles, c'est s'attaquer au dur de l'avenir de la France. En tout cas, il y a un complément d'information à savoir sur cette information, si le sympathique monsieur Moulin, qui a eu la gentillesse de nous donner, peut essayer de nous le trouver. Il y a deux choses à aller chercher. Paris-Normandie, non, Paris-Normandie. 1. Le régime juridique de la vente. Et 2. Qui est celui qui a signé au bas. Parce que à un moment ou à un autre, il y a des prises de responsabilité qui devront avoir lieu d'une façon ou d'une autre. Il y a des noms qui devraient sortir, oui, bien sûr. Voilà. Non, mais ça n'a pas ameuté les journaux nationaux, la télé, personne s'en fout. On vend une île, je veux dire, c'est quand même, c'est une première quand même. Non, non, vous inquiétez pas, on a de quoi, Noël c'est dans 15 jours, on a suffisamment de photos de chats et de vidéos de chats pour faire les instants mignons, et le lien dort là-haut. Et on a suffisamment de speakerines refaites, pour faire des photos de nus. Bon, on va tenir jusqu'au 15 janvier avec ça. D'accord. Justement, on va tenir jusqu'au 15 janvier. Alors, une autre information, j'ai deux informations que vous allez adorer. Commenter, bien entendu. Alors, la ville de Grenoble, on salue tous les Grenoblois, va vers sa faillite. Alors, j'en ai déjà parlé dans la revue de presse il y a déjà un an, j'avais averti les gens parce que c'est pas une première. Juste avant les attentats du 13 novembre, en fait dans la journée, le maire de Grenoble a lancé un appel au secours, qui est tombé à plat évidemment en raison d'une actualité féroce. Hélas pour lui, aussi difficile que soit l'actualité, cela ne remet pas d'aplomb un bilan comptable, quel que soit le sens dans lequel on le prend. Alors, je cite, c'est un message de détresse que lance Éric Piolle. LOL. Il va devoir creuser, comme on dit. Si on continue sur la même pente que celle de ces dernières années, et avec la baisse des dotations décidées par le gouvernement Valls, on va vers la faillite. Avec les 20 millions de baisse de dotation, 9% de notre budget, cela nous fait passer sous la ligne de flottaison. Nous étions tous en train de crier au scandale quand Sarkozy gelait les dotations. Finalement, ce que Sarkozy rêvait de faire, Hollande l'a fait. Voilà, donc c'est monsieur Éric Piolle. Un léger point là-dessus. On est en train d'oublier notre sympathique moine soldat, parce que comme personne n'en veut, c'est comme si on l'a mis justement au Conseil de la Mer, monsieur Pascal Lamy, où il va pouvoir gérer la destruction. Oui, pour lequel vous avez rêvé des plus hautes destinées, je me souviens. Certes, mais comme personne n'en veut, on l'a mis à un poste stratégique au Conseil de la Mer. Ce qui veut dire que c'est l'un de ceux qui essayent de détruire, via cette organisation internationale, qui essaie de détruire le patrimoine de la mer français. Ah bah d'accord, ceci explique cela. Voilà, vous inquiétez pas. Ah oui, ça y est, j'ai compris. Qu'on l'en dans un truc bien. Le diable est dans les détails, surtout avec lui. C'est surtout lui. Et il avait dit une phrase qui illustre très bien ça. Il avait dit, vous savez, pour bien libéraliser, il faut être de gauche. La droite a trop honte. Mais fondamentalement, ça passe beaucoup mieux que la gauche. Oui, bah évidemment. Vous mettez deux antifas punk à chien plus un peu de droits de l'homme bariolé et vous faites passer à peu près ce que vous voulez. Voilà. Alors juste en complément de cette information, au début du mois de novembre, vous avez vu cette information, je l'ai quelque part là, je ne l'ai pas sous le nez, mais l'État français est en faillite. Puisque depuis novembre, on vit à crédit. Enfin, l'État vit totalement à crédit. Alors, comme l'État est en faillite depuis début novembre, et que la psychose des attentats ne va rien arranger pour les commerces, je rappelle que c'est moins 50, moins 60 dans toutes les boutiques là, pendant 15 jours. Donc, pour les rentrées fiscales, ça va être pareil, ça va être moins 50, moins 60, TVA, machin, etc. en berne. Grenoble n'est pas prête de voir une amélioration. Soit la mairie licencie un maximum de fonctionnaires, soit elle se met en faillite pour de bon un jour ou l'autre. Voilà. Et c'était sur RTL. Voilà. Merci à notre lecteur, monsieur Jankoviak. Du coup,
une information, alors là, celle-là, c'est votre spécialité, je veux dire, c'est votre rayon. Non, écoutez bien. Non mais c'est intéressant, surtout dans le cadre des... Vous avez vu qu'un docteur a demandé à ce qu'on viole toutes les femmes électrices du Front National. Toutes les femmes qui ont voté pour le FN. Oui, un sympathique, c'est génial. Un médecin du Havre. Un médecin. Non mais je rappelle que la première phrase... Non mais je rappelle que les nazis, c'est l'homme toléré. Voilà, ne fera pas de mal. Non mais c'est incroyable, ce mec devrait déjà être en prison. Il devrait déjà être radié de l'ordre déjà. Voilà, pour moi c'est une déclaration purement nazie. Et l'incitation au viol. Incitation à la haine. Tout simplement déjà. Alors le problème c'est que l'incitation à la haine, c'est loi Pleven, c'est sur les discriminations raciales. C'est curieux là, SOS racisme on les entend pas. Hein. Ah non, ils vous diront toutes les pleureuses là qui touchent. Mais attendez, ils vous diront c'est un jugement sur une opinion politique. Par contre, la LICRA, c'est de l'incitation à commettre un crime, parce que le viol est un crime, c'est la cour d'assises. Donc si vous voulez, en fait, psychanalytiquement, il rêve de violer soit Marine, soit Marion, hein, le mec. Hein. C'est très révélateur. Hein. Oui, c'est Qu'est-ce que vous en pensez je trouve ça très révélateur, psychanalytiquement parlant. Moi, j'ai pas, comme dirait l'autre, j'entrerai pas dans la tête d'un mec comme ça, même s'il y avait l'eau chaude. J'ai pas envie de ce que je pourrais y voir. Mais la seule chose, c'est que ça, c'est très simple. Premièrement, incitation au crime, le nouvel Obs qui est responsable, parce que c'est fait sur son site. Oui, donc l'observateur. Donc ça, c'est procureur. Si les choses devaient se passer normalement, ce serait procureur de la République pour les deux, et d'une, et de deux, bien évidemment, liquidation de l'ordre des médecins, comme ça, il pourra déchirer son diplôme et dévisser sa plaque. Sympathique docteur du Havre, dont les coordonnées ont été mises par des internautes sur Internet, et d'ailleurs, je pense qu'il est tout à fait normal, dans un geste citoyen, de lui passer un petit coup de fil. Voilà, on va montrer son truc là, c'est intéressant parce que s'il appelle les gens à violer... Non mais attends, mais c'est grave. Si le juge de paix, qui est la souveraineté et l'État, n'est pas remis debout, eh bien, malheureusement, c'est la paix civile qui en pâtira. Point. Ce type de comportement et ce type de déclaration sont le stade ultime avant l'arrivée de la violence. On est d'accord. Alors, justement, excellent enchaînement, Pierre-Yves. Là, c'est une information que, franchement, même quand je l'ai lue, j'ai halluciné. Quand je relis 2 fois, 3 fois une info, c'est que, waouh. Alors, écoutez bien. Les commissaires de police accusent, juste, passage, hein, les juges d'être les protecteurs des terroristes. Hein. Donc ça, c'était le 30 novembre, dans la revue de presse du Temps. Cela vous montre à quel point le pays est au bord de la révolution. Le syndicat de la magistrature a ouvertement condamné l'état d'urgence, disant que c'est l'allié des terroristes. Des terrorismes, pardon. Voilà. Comme dit, what the F. Le grand syndicat des commissaires de police nationale lui a répondu avec un stylo plongé dans le vitriol. Lisez bien. Nous assurons le syndicat de la magistrature et tous ces inféodés dont l'inertie et le dogmatisme fou n'ont pas peu contribué à conduire notre pays dans l'impasse où il se trouve, de notre plus profond mépris. Ils sont les alliés objectifs de tous les terrorismes. Voilà, c'est ce que disent les commissaires aux magistrats. Non mais attendez, mais c'est dingue. Là on franchit un cap. Bien sûr. Si les magistrats, les commissaires de police et les flics commencent à se mettre sur la gueule, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le début de la guerre civile quelque part. Ça sent la guerre civile. Objectivement parlant. Et c'est dans le point, hein, je précise. Objectivement parlant. C'est pas dans un petit journal Revenons sur 2 points. Le syndicat de la magistrature, premièrement, est une erreur. Qu'il y ait un syndicat de la magistrature, je suis désolé. Quelle est la qualité demandée à un magistrat? D'être neutre. L'impartialité. Bien sûr. Donc, l'impartialité et le syndicalisme, ça va pas ensemble, navré. Donc, premièrement, je rappelle que dans la plupart des démocraties, je prends par exemple l'Angleterre, qui est quand même la mère de l'habeas corpus de tout ça, il n'y a pas de syndicat pour les magistrats. C'est clair et c'est net. Premièrement. Deuxièmement, dans les années 70, il faut bien se rappeler que le syndicat de la magistrature a fait sienne une théorie pénale folle qu'on appelle la défense sociale, c'est-à-dire, en tout lieu et en tout temps, le criminel est une victime. Victime de quoi? De la société. De son père, de son voisin, qui était plus riche que lui, de son prof. Oui, ça, c'est toujours, voilà, c'est toujours la richesse, la pauvreté. Donc ils sont devenus, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette série avec Véronique Jeannot qui s'appelait Couleur Café, qui était l'histoire de l'assistante sociale. Eh bien, fondamentalement, la justice est devenue une sorte de distribution automatique d'indulgence, de prêtres confesseurs,
de travailleur social. Bon. Alors qu'un magistrat, c'est fait, je cite Montesquieu, pour être bouche de la loi et point barre. Or, objectivement, ils sont devenus, tu es dans la misère alors tu voles. Ça, c'était des 70. C'est passé dans les années 80. Tu es dans la misère sexuelle, donc tu violes. Et là, tu es dans la misère. Et là, t'es dans la misère. C'est normal, et là, violer ce qu'ils voilà, veulent. Et après, tu es dans la misère symbolique, donc tu te fais sauter avec une ceinture d'explosifs pendant que des pauvres gamins écoutent de la musique. Il n'y a pas de problème. Les limites de l'indulgence, disons, christique et chrétienne de gauche, de ces travailleurs sociaux est sans limite, vu qu'ils vivent très loin des créatures qu'ils adorent. Je vous donne un exemple précis. Il y a quelques années, je pense que le chiffre est toujours valide, mais je sais qu'en 2010, il l'était, mais je pense qu'il l'est encore. Aucun juge du tribunal de Bobigny n'habitait dans le 93. Aucun. Zéro. Que dalle. Juste parenthèse, le tribunal de Bobigny est en faillite. Oui, c'est tombé hier. Je fais une parenthèse, vous reprenez tout de suite derrière. Le tribunal de Bobigny est en faillite et pour la première fois, il est obligé d'annuler des sessions, des jugements, parce qu'ils n'ont plus d'argent, ils ne peuvent plus rien faire. Là, il y a deux choses à différencier par rapport à cette information que vous venez de donner. Premièrement, il est vrai, pour bien gouverner et pour que la France redevienne ce qu'elle mérite d'être, il faut gouverner avec justice. Quand certains magistrats disent « nous manquons de moyens », ils ont raison. Je veux dire pourquoi ? Parce que le contentieux judiciaire a été multiplié par 3 en un siècle, alors que nous n'avons pas augmenté le nombre des juges, qui est à peu près de 6500, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'il y avait à la fin du 19e siècle. Ce qui est énorme. Donc, quand ils disent, on a des tonnes de matériel, etc., les colonnes de dossiers pour soutenir les plafonds, c'est vrai. C'est le premier point. Mais ça n'excuse pas la dérive idéologique du syndicat de la magistrature, qui aujourd'hui, alors que c'est un état d'urgence en chocolat, ceux qui ont connu l'état d'urgence quand le général de Gaulle a brisé l'OAS, il y avait des barrages militaires dans les rues de Paris. Donc, ça, c'est pas un vrai état d'urgence, c'est un état d'urgence en chocolat. Et même ça, c'est trop. Il n'y a que l'Élysée, hein. Même, voilà. Ah oui, ça j'entends bien. Même ça, c'est trop, mais je vais vous dire ce que ça cache. Ça cache la haine profonde et viscérale que le corps des magistrats porte aux flics. Parce que les flics, c'est des patriotes. C'est des patriotes. Non, premièrement, et même d'un point de vue social, c'est pas descendant, mais il y a comme un cousinage. Vous voyez ce que je veux dire ? On va pas les mettre avec le peuple qu'on méprise, mais fondamentalement ils en viennent. Ouais, c'est le flic qui pue de la gueule. Le magistrat, c'est l'intello. Voilà, c'est l'intello qui est à l'absinthe. Julio, simple flic, quoi. Voilà, Julio, simple flic, ça. Le magistrat est à l'absinthe, le flic n'est qu'à la bière. C'est une dérive idéologique, et n'oubliez pas que l'affaire des parlements, la magistrature, parce que les parlements sous l'Ancien Régime dessinent les cours de justice, ils ont eu la peau d'une monarchie. Il ne faut pas les laisser avoir la peau d'une république, parce que peut-être que la France ne se relèvera pas du délire idéologique de ces gens. De tous les côtés où on se penche, on voit quand même des fumées. Hein, il y a le feu un peu partout. En sachant qu'on ne peut opposer à ça qu'un projet unitaire de société, car le but est aussi de diviser les Français pour multiplier les guerres horizontales. Oui, mais justement, j'en parlais tout à l'heure, j'ai retrouvé la petite dépêche, je vous la fais très brève. Hein. C'est notre lecteur Ludovic, qui est policier d'ailleurs, on le salue. Et si vous avez regardé le journal télévisé de France 2 de dimanche dernier, donc c'était dans la semaine du 10 novembre, une annonce qui ne surprendra personne sur votre page, mais elle fait froid dans le dos. Le présentateur a dit, donc j'imagine que c'est la laisse d'or, là, qui est le récipiendaire de la fameuse laisse d'or. Non mais c'est vrai. On lui a donné la laisse d'or. Authentique. Non mais c'est vrai. On a la vidéo YouTube quelque part. Nous voici à côté de David Pujadas. Il ne se rend pas au dîner du siècle, le club des puissants, l'endroit où se réunissent tous les derniers mercredis du mois les élites de ce pays, les hommes d'affaires, les grands patrons et les responsables de l'information comme David Pujadas. Ah, apparemment... Bonsoir Monsieur Pujadas, j'ai l'honneur de vous remettre cette laisse d'or en récompense de votre statut de journaliste le plus servile de France. Vous êtes le roi des laquais. Oh non. Vous êtes le roi des laquais. Il faut un véhicule à la hauteur de votre fonction, je veux dire, à un moment donné, il faut assumer un peu. Nous sommes contents de vous remettre... Alors, à l'origine, un laquais, c'est un valet qui portait une livrée, c'est-à-dire un uniforme aux couleurs aux armes de son maître. C'est un mot qui est apparu dans la langue française au XVe siècle. C'est devenu très péjoratif. À partir du XVIIIe. Le présentateur a dit ce soir à minuit, les caisses d'État sont vides. Donc ça y est, nous sommes les prochains dans le collimateur des marchés financiers après la Grèce. Précisons que c'est juste avant le week-end du 11 novembre, bien entendu, parce qu'il y avait le pont du 11 novembre, que l'information était donnée. C'est toujours comme ça. Toujours à la veille d'un pont, etc. Un départ en vacances. Un autre de nos lecteurs ajoute, règle de 3 oblige, il manque 67,7 milliards
pour boucler l'exercice, soit 1,25 milliard par jour. Allô, France Trésor, nous dit-il. En revanche, ce calcul ne représente pas grand-chose, sachant que l'État emprunte à 13 semaines depuis des mois et des mois pour rembourser les emprunts précédents et pour payer les salaires des fonctionnaires et des chômeurs. Attendez-vous, c'est moi qui parle, attendez-vous à des mesures encore plus radicales après les élections de décembre. Et entre-temps, le tribunal de Bobigny, là, qui est en faillite, tout simplement, qui ne peuvent même plus ouvrir des sessions pour juger les affaires. C'est quand même incroyable. Alors, dans la foulée, puisqu'on parlait de l'expropriation des Français à la grecque, alors là, je vais vous donner un cas pratique, c'est notre lecteur Vincent, parce que moi j'aime bien les cas pratiques qui parlent vraiment aux gens. Il nous dit, ma grand-mère, donc elle a 17 000 € d'impôts fonciers, simplement parce qu'elle possède un terrain. C'est dégueulasse, nous dit-il. Ces gens sont des criminels, me dit-il. Ça me fait gerber quand je vois que le groupe dans lequel je travaille, qui rachète des terres et paie ses salariés comme des bips, avec un logiciel américain pourri, et que de grandes enseignes paient leurs salariés que le 9 du mois à cause d'un bug. Donc, vous vous rendez compte, 17 000 € d'impôts simplement parce que votre grand-mère possède un terrain qu'elle-même elle a hérité de sa grand-mère et ainsi de suite. Mais voilà, c'est ce que je dis. Et ce sont les banques qui rachètent en ce moment en France. Oui, et il faut le savoir. Votre point de vue là-dessus. La privatisation à la fois des biens de l'État et de la société. Les terrains, les héritages, etc. Qui monte? Il y a des pays qui ont connu ça. Rappelez-vous ce qu'on a appelé la grande braderie à l'Est, après la chute du communisme. Oui, c'est exactement ça. Absolument. Imaginons, dans le pire des cas, d'ici une quinzaine d'années, quand tout aura été liquidé et quand certainement il n'y aura plus de sécurité publique dans les pays d'Europe de l'Ouest, eh bien vous aurez des oligarques. D'ailleurs, on vous en donne le classement par an. Je ne sais plus, les fortunes françaises ont augmenté de chaque année, c'est 10%, 10%. Eh bien, on a le classement d'ailleurs annuel, ça va être par Channel, ça va être la même chose pour les grandes banques, etc. Vous allez avoir un phénomène de décimation de la fortune. Et les États-Unis, il y a un processus qui est strictement oligarchique, à tel point que le Newsweek avait titré American Dynasty. Oui, c'est-à-dire que ce pays du self-made man, aujourd'hui, n'est rien de plus. C'est l'aristocratie qu'une aristocratie dégénérée. La preuve, qui y a à la prochaine présidentielle? Hillary Rodham Clinton, et de l'autre côté, même s'il est dans les choux pour l'instant, Jeb Bush. C'est-à-dire des gens qui n'ont que leur nom à vendre. C'est intéressant parce qu'on observe le même phénomène populiste, comme on en a parlé tout à l'heure, avec Donald Trump. Trump, c'est ça. Voilà, il dit tout ce que les Américains pensent. Et de l'autre côté, il y a le sympathique démocrate Bernie Sanders, c'est exactement les mêmes gens. C'est-à-dire, quand imaginez qu'un républicain américain comme Trump qui dit, vous savez, le monde était quand même mieux quand il y avait Kadhafi et Saddam Hussein. Oui, c'est vrai. Ce qui est un fait. Oui, mais le fait que le candidat républicain en tête de liste pour l'instant de la primaire dise ça, prouve avant tout qu'il ne sait pas où il est. Parce que c'est des seaux de merde entiers qui vont lui tomber dessus. Tout comme le pauvre Bernie Sanders. On l'a vu. Donald Trump a dit qu'il fermerait il dit voilà, moi c'est simple, je ferme les frontières à tous les musulmans. Les musulmans auront interdiction de rentrer aux États-Unis. Et t'as fait des bombes dans les sondages. Ça veut dire que le peuple américain est travaillé selon sa culture. Si vous voulez, il n'y a pas une théorie générale du populisme à faire. C'est que fondamentalement, le populisme américain, c'est ce qu'on appelle ce sentiment sudiste, de sentiment anti-Washington DC. C'est-à-dire, Washington n'est pas la solution, c'est le problème. Oui. Nous, c'est un appel à l'État, eux, c'est un refus de l'État. Peu importe, mais c'est le même sentiment de révolte et de dégoût. Si vous voulez, c'est un fort sentiment moral de dégoût que les peuples ont vis-à-vis de leurs élites. Et c'est vrai que les élites de Washington DC sont pas beaucoup mieux apprêtées que les élites décadentes de l'Europe de l'Ouest. C'est des mœurs de bas empire. Regardez les nôtres, quoi. C'est une catastrophe. Imaginez, ne serait-ce que quand la France allait bien au début des années 70, fin des années 60, imaginez nos oligarques à nous aujourd'hui. Où serait Valls, où serait Hollande. Ouais. Ces mecs-là ne seraient pas. Et objectivement, c'est ce qui fait d'eux des profiteurs du déclin de la France. Car si la France allait bien, Hollande ne serait pas président. Alors, c'est tout. Alors, justement, on a vu, parce que vous avez parlé tout à l'heure de Marshall McLuhan, donc La Galaxie Gutenberg, volume 1 et volume 2, que j'ai un de mes livres de référence, et également Bourdieu, qui a fait une très très bonne analyse. Donc, les riches achètent les médias pour donner l'information aux pauvres. Alors, la semaine dernière, on a eu une information absolument remarquable. L'Opinion, le quotidien français L'Opinion, donc qui appartient à Monsieur Bétou, c'est pas un pauvre, c'est pas un pauvre, lui-même qui a hérité de sa mère, Madame Bétou, qui était patronne des Échos, voilà.
donc c'est une dynastie, hein, on va dire comme ça. Eh bien, son journal qui n'arrive pas à décoller, moi j'ai discuté avec avec le marchand de journaux, parce qu'un marchand de journaux, ça voit il sait ce qu'il vend. L'opinion, il n'en vend pas, hein, déjà, hein, personne ne lui demande. Eh bien, on a vu que le Dow Jones, Wall Street donc, n'oubliez pas que Dow Jones c'est une maison d'édition. Hein. Pour les lecteurs que ça intéresse, voilà, vous avez 777 dans le livre, j'en donne les détails, sur l'histoire du Dow Jones. Le Dow Jones américain décide comme par hasard, à 3 semaines des élections régionales, de mettre 2 ou je ne sais plus combien de millions d'euros dans le capital de l'opinion. Non mais il y a un problème là. Mais il y a un vrai problème. Et en fait, M. Pétou, en fait, formidable, les Américains s'intéressent à nous. Non mais attends, c'est invraisemblable. Et alors justement, votre opinion là-dessus, et je vais vous donner une autre information, parce qu'elles vont évidemment ensemble. C'est l'effondrement des ventes des quotidiens et magazines français. Alors, à force de ne pas informer les Français, justement, plus une modification des habitudes en raison d'Internet, la presse papier paye un prix très cher. Valeurs Actuelles prouve, ainsi que Revue de Presse hein, et nos vidéos, qu'il suffit d'informer sérieusement ses semblables pour avoir des lecteurs et même d'en gagner. À force d'être payé par le gouvernement, c'est devenu une presse de complaisance. Preuve, Valeurs Actuelles a été écartée des aides du ministère de la Culture. Fleur Pellerin l'avait annoncé, l'État va verser des aides publiques à plus de journaux, mais comme l'avait repéré Marianne, Valeurs Actuelles et Minutes ou encore Rivarol en seront privés. Le ministère de la Culture a publié ce week-end un décret qui étend les aides au pluralisme aux périodiques alors qu'elles étaient réservées auparavant aux quotidiens à faibles ressources publicitaires. Bon. Alors, selon ce texte, pour bénéficier de ces fonds, un titre ne doit pas avoir été condamné pour racisme, antisémitisme, incitation à la haine ou à la violence lors des 5 premières... Alors, on sait que c'est spécialement pour Valeurs Actuelles, ça. Ouais, c'est la fameuse couverture de Valeurs Actuelles. C'est génial. C'est taillé sur mesure pour VR. Alors, c'est invraisemblable. Cela vous montre que le reste de la presse est bien payé pour cirer les chaussures du PS et ne pas faire des titres anti-islam. Voilà, c'est lire Marianne et l'AFP. Alors écoutez bien, je salue quand même la cellule comme de l'Élysée qui a fait sauter ma page Facebook, je le répète, et j'en suis fier d'ailleurs, la veille des élections. Alors, moins 20 pour l'Express, moins 16 pour l'IB, malgré sa nouvelle maquette et malgré le nouveau propriétaire, monsieur Drahi. Moins 15% pour Le Monde. Moins 15 Le Monde, hein, c'est énorme. Moins 14, bien sûr. Moins 14 pour l'Observateur qui n'observe plus rien. Voilà, là pour le coup, il ne voit plus rien. Moins 10 pour Boissy, moins 8 pour Paris Match, donc moins 7 pour le Parisien. Donc on voit que le Parisien et le Point résistent bien quand même. Hein. Seul Valeurs Actuelles, presse d'opposition, a gagné des lecteurs avec une progression de 4% pour 116 000 exemplaires. Alors on est exactement dans la même configuration qu'en 1981, c'est-à-dire le seul journal quotidien qui avait tiré son épingle du jeu, c'était le Quotidien de Paris avec Tesson, qui était devenu de fait un journal d'opposition, hein, voilà. Et donc qui avait caracolé dans les ventes. Votre analyse sur l'opinion qui prend des fonds américains et sur la baisse des ventes de la presse française. Nous avons un système laxiste en face des participations étrangères dans nos médias. Donc, la France est une sorte de terre ouverte, de terre offerte pour n'importe quel mania étranger qui veut s'acheter une danseuse et qui veut être le sous-traitant d'information de son pays. Par exemple, l'affaire de l'opinion, vous tenteriez ça aux États-Unis, vous avez 2 agences fédérales sur le dos. Bien sûr, ce que je demande aux Français, c'est de faire comme les nations qui se protègent, c'est-à-dire les Russes, comme les Russes par exemple. Comme les Russes savent ce que c'est de devoir entendre se faire vomir dans l'oreille. Cela dit, la liberté de la presse russe, excuse-moi, mais non, mais on connaît. Attendez. A priori, ça n'a pas l'air de choquer la population russe, c'est elle qui est la première concernée. Donc, moi, je me permets pas, quand on voit le soutien que le peuple russe offre à son président, tout à fait. Vu le soutien que mon peuple offre à son président, je pense que 2 tons en dessous, ça ferait pas plus de mal. Et surtout, nous, pays de presse libre, regardez comment nos journalistes se comportent. Absolument. C'est-à-dire que c'est eux les capots. Et d'ailleurs, aujourd'hui... Non, c'est des courtisans, C'est des courtisans, c'est vraiment ce sont des courtisans vis-à-vis du pouvoir, ce sont des capots vis-à-vis de la population. C'est-à-dire que vous nous achetez pas, vous êtes des salauds, vous votez mal, vous êtes des salauds, et nous allons, journalistes éclairés, vous apprendre à coups de schlag dans la gueule ce qu'il faut penser et ce qu'il faut dire. Or, l'élite journalistique n'est plus supportée, si vous voulez, en plus, elle a secrété ces dernières années, alors qu'au moins avant, on avait même des gens avec qui on n'était pas d'accord, mais qui étaient des patrons de presse. Tesson, vous ne pouvez pas aimer Tesson, mais Tesson
C'est son boulot. Comme il s'appelait, la première équipe de Charlie Hebdo. Des gens que vous pouvez détester, mais c'était des patrons de presse. Comme à une époque, même un journal, alors là, actuel, à l'époque, Bizot. À une époque, même un journal pour lequel je n'ai aucune affection, mais qui a eu 2 ou 3 patrons qui avaient été Minutes. À une époque, il y avait des patrons de presse. Aujourd'hui, il y a une très belle période. Il y a Mouchard, enfin Geoffrin, pardon. Monsieur Mouchard, oui. Et il y a Barbier, c'est-à-dire... Mais en fait, tous ces gens ils sont passés par les mêmes postes. C'est-à-dire que les mecs sont rédacteurs en chef de Libération, ensuite ils vont au Nouvel Obs, ensuite ils vont éventuellement passer par l'Express. C'est tout à fait incroyable. Je veux dire, comment est-ce qu'on... Alors, fondamentalement, ce sont d'un peu... Si on accordait leur statut juridique avec leur source de revenus, ce serait de l'emploi public ou quasiment des fonctionnaires, parce qu'ils vivent de fonds d'État. Vous êtes patron de l'Express, c'est le gouvernement qui vous paye. Enfin bon, après, on peut dire ce qu'on veut de la Corée du Nord, de machin, de trucs, mais peut-être 2 tons en dessous, ça ferait pas de mal. 2 tons en dessous, ça ferait pas de mal. La seule chose, c'est qu'il faudra, à un moment ou à un autre, repenser le statut de la presse en France, la place de la charte de Munich, le moyen de financement, on ne va pas y couper parce que les Français boycottent. Maintenant, c'est passé à une sorte de boycott citoyen passif, mais c'est-à-dire, on lit plus ces conneries, on va encore mieux sur Internet, même si sur Internet il y a à boire et à manger, mais cette presse est condamnée à disparaître. À la fin, on va faire quoi? On va acheter des choses, on les mettra dans chaque bureau de ministère. Oui, parce que par exemple, la une de la presse anglaise, quand il y a eu l'été dernier, quand il y a eu les premières arrivées de migrants, je me souviens d'avoir vu la une du Daily Telegraph, c'était vraiment toute la une. Hein. C'était « Heureusement, il vient de pas chez nous ». C'est même impensable de voir un truc pareil de Libération ou du Figaro. En France, mais je ne serai jamais les mecs c'est ça. En France, vous allez vous expliquer bienvenue, porte ouverte. Non mais vous allez vous expliquer de votre couverture devant les tribunaux si vous faites un coup comme ça. Bien sûr. Bon, mais il y a eu une grande tradition de la liberté de la presse jusqu'aux années 60, 70, et là il y a eu un vrai effet de la génération Mitterrand qui a été le début de l'été noir de la liberté de la presse. C'est arrivé avec touche pas mon pote. Voilà. Touche pas mon pote. La criminalisation immédiate, et là c'est fini, là, il y a eu un truc. En tout cas, puisqu'on est dans la dénonciation, écoutez bien la suite. Tiens. Alors le Parti Socialiste, via Bercy, va payer la délation massive. Dénoncez, vous êtes comptable dans une entreprise, vous êtes directeur financier, dénoncez votre entreprise et vous allez gagner de l'argent. Vous aurez au moins 10% de... Voilà. La crise mène à tous les excès, notamment la délation comme pendant la guerre. Notre lecteur a vu une information passer sous le radar, c'était dans Challenge, je dis, Bercy qui avait supprimé la délation en 2005, la remet au goût du jour, avec en prime, écoutez bien, un fonds spécial, j'aime beaucoup les fonds spéciaux, un fonds spécial pour les lanceurs d'alerte. Hein, je lance une alerte. C'est n'importe quoi déjà, lanceur d'alerte. Jusqu'à présent, lorsque vous dénonciez un voisin, un collègue d'une entreprise, le plus souvent la vôtre, pour fraude fiscale, vous n'acceptez que les risques et pas les bénéfices. Licenciement, procès en diffamation, les lanceurs d'alerte qui sont de plus en plus protégés malgré tout, risquent gros pour rien. Bercy donc pense à leur filer quelques miettes afin d'inciter les gens à dénoncer pour récupérer, bien entendu, plein d'amendes. L'idée serait de leur verser un pourcentage du montant du redressement fiscal, s'il y en a un privilège qui n'est aujourd'hui que disponible pour les douanes. Hein, voilà, les douanes le font. Donc, si le fisc récupère 2 millions d'euros, le dénonciateur aura sans doute entre 100 et 200 000 euros. L'idée consiste à encourager les comptables des grandes entreprises, bien entendu, c'est ça qui est derrière, hein, à dénoncer leur employeur. Alors, moi, je rappelle à tous nos lecteurs, Pierre, vous le savez bien, c'est John Law, l'inventeur du premier billet, hein, de l'argent papier, hein, le premier billet de banque papier, qui a instauré la dénonciation pour ceux qui n'acceptaient pas les billets papier, justement, sous le règne de Louis XV enfant. Et de même pendant la Terreur, avec les assignats. Hein, sous la Révolution française, les révolutionnaires demandaient à ce qu'on dénonce les commerçants qui refusaient d'accepter les assignats. Eh bien, on en est là. Et là, ça nous renvoie à un livre qu'on avait traité ensemble, il me semble, de 1790 de Dixon White, où vraiment on voit que la planche à billets, et on est dans la planche à billets massive, hein, on l'a vu, hein, et en fait, voilà, la dénonciation. Tiens, vous faites de la monnaie papier, les gens ne veulent pas payer, hein, ne veulent pas l'utiliser, ils ne veulent pas payer des impôts, etc. Eh bien, que fait le gouvernement? Il demande à ce qu'on soit dénoncé. Et je vais vous donner une autre information. L'une de mes amies était avec un grand avocat fiscaliste. Il conseille les entreprises, les familles, les gestions privées, etc. Et il y a une grande réunion, un grand raout de tous les avocats fiscalistes porte-maillot, hein, à Paris.
Voilà. Et donc, à chacune de leurs réunions annuelles, vous avez un planquin de Bercy, un technocrate, un énarque qui vient, et donc qui prend la parole pour donner les directives de Bercy pour l'année en cours. Et là, clairement, m'a expliqué que l'envoyé spécial de Bercy a demandé aux avocats de dénoncer leurs clients. On en est là en France aujourd'hui. C'est-à-dire, on va dénoncer les gens, tout le monde va se dénoncer pour ramener de l'argent parce que, bien entendu, l'État est en faillite. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Votre opinion avant qu'on fasse une pause, le petit réglage. Si vous voulez, voilà, allez sur quotidien.com. Hein, c'est tout à fait normal d'horizontaliser les luttes quand on n'arrive plus à faire vivre une société. Parce que quand vous ne pouvez plus traiter un peuple de manière unitaire, c'est-à-dire le traiter comme un peuple, et quand vous ne pouvez plus servir, et quand vous ne pouvez plus gouverner, parce que soit vous avez tiré de votre propre médiocrité le droit d'avoir une carrière politique, ce qui est le cas de 90% de ceux que nous avons, soit que vous vivez du déclin de votre pays, vous êtes obligé de souffler sous les braises de l'affrontement interpersonnel et de la guerre civile. C'est la 5e fois dans cette revue de presse que guerre civile revient. Hein. Et chaque fois sur des sujets différents. Je précise, jamais on a autant entendu guerre civile. Je suis désolé. De toutes ces revues de presse que je fais depuis 2008. Je suis désolé. Il est tout à fait normal qu'un citoyen soit protégé si il, face à une entreprise, face à un groupement, quel qu'il soit, si, voyant ses contemporains en danger, particulièrement dans le domaine de la santé, empoisonnement et autres, etc., qu'il donne l'alerte et qu'il soit protégé par la loi. Toutefois, aujourd'hui, de faire des primes à la délation, alors que de l'autre côté, on détruit les services de l'État qui, eux, feraient tout à fait proprement ce travail de recherche de délinquants financiers, ce type de méthode n'augure rien de bon. Parce que ça va revenir aux douces lettres anonymes. Mon voisin, virgule, non content de voter Front National, virgule, on va en arriver là. Voilà, on va en arriver là. Mon voisin vient d'acheter une Dacia Duster, et moi je suis dans mes vieilles R5. Il doit gagner, il doit vraiment prendre au noir, etc. Voilà, c'est terrible, c'est horrible. Il ne faut pas surestimer la méchanceté, il ne faut pas sous-estimer la connerie. Or, ce genre de bêtises accumulées peut mettre gravement en danger une société, particulièrement au sein d'un peuple, qui est le peuple français, qui a une histoire parsemée d'affrontements, de guerre civile, absolument. Eh bien, on va vous montrer une publicité exceptionnelle de Dacia. Hein, vous allez comprendre tout de suite. Alors ? Pas mal. Combien elle coûte ? À partir de 11 900 €. Seulement ? On va pas quand même dépenser si peu. Scandaleusement accessible. Nous sommes de retour après cette revue de presse particulièrement chargée avec notre ami Pierre-Yves Rougeron, l'auteur remarquable de l'enquête, la fameuse enquête sur la loi du 3 janvier 1973, qui a mis tous les Français en esclavage. On va y revenir avec quelques informations supplémentaires. Alors, justement, à propos d'esclavage, et grâce à toute la planche à billets dont on a parlé, hein, des centaines de milliards de dollars qui ont été déversés dans le monde, sur le système bancaire, la Deutsche Bank maintenant, comme les banques suédoises et danoises, ne pratique plus, enfin sur le livret A, du moins, elle ne rémunère plus l'épargne des clients. C'est-à-dire que maintenant, ce sont les clients qui sont obligés de payer pour que la banque. Hein, c'est quand même une première dans l'histoire du monde. Non, mais faut le rappeler à nos spectateurs. C'est quand même énorme. Alors là, on a un exemple typique, Pierre. Je vous le donne parce que c'est tout récent, ça date d'il y a 3-4 jours. Toujours à cause des conséquences des planches à billets massives lancées depuis 2008, la banque KBC est obligée de prendre ses clients pour des crétins. Je cite. La banque abaisse le taux de base de son compte d'épargne à 0,05%. Sa prime de fidélité reste inchangée à 0,1%. C'est quand même absolument énorme. Alors, un taux rémunérateur de 0,05%, je trouve ça génial. Et pourquoi pas 0,0005%, hein, autrement, zéro, quoi. Mais ce que ça dénote, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les banques tirent sur tout. Moi, je suis dirigeant associatif, je vois mes frais augmenter, on voit toutes les prestations baisser. Ouais. Et en réalité, les banques, quelles qu'elles soient, et quelle que soit leur taille, reculent le moment de la décimation. C'est-à-dire qu'à un moment, à l'échelle nationale, à l'échelle continentale, à l'échelle internationale, il ne restera que
disons, certainement 3 ou 4 fois moins de banques qu'aujourd'hui. De toute façon, il y avait eu une étude qui a été publiée il y a juste 2 semaines, disant un banquier et un assureur sur 3 perdra son boulot dans les 10 ans. Bon, on va faire l'analyse des licenciements tout à l'heure, vous allez voir. C'est tout à fait normal, dans un système dérégulé, que les plus forts tuent les plus faibles. Comme disait, je crois que c'est dans La Fontaine, que c'est la liberté qui opprime et la loi qui est affranchie. Tant qu'il n'y aura pas de système étatique qui se dressera contre ce phénomène, voilà, ce sera la grande décimation et resteront 3, 4, 5 grands ensembles. Le cas typique c'est la GS, c'est la Goldman Sachs, qui n'est plus une banque, qui est autre chose. Eh bien, nous arriverons dans cette grande hybridation à 5 ou 6 grands mastodontes qui auront mis une partie de l'humanité en coupe réglée. Voilà, ça peut être une partie de notre futur. Justement, vous retrouvez tout ça sur le quotidien, bien sûr. Les banques américaines sont toujours en faillite. Et c'est CNN Money qui nous le donne. Hein. Voilà. Les banques américaines ont besoin de 1200 milliards de dollars pour ne pas faire faillite et pour se conformer aux nouvelles règles de Bâle III. Cela fait 1,2 trilliard de dollars, une somme monstrueuse. Voilà. Et donc, et encore, c'est pas grand-chose. Hein. Ils réclament pas grand-chose finalement en réserve fractionnelle. Mais toujours est-il que, donc du coup, les banques, la plupart des banques américaines seront en faillite. C'est quand même absolument incroyable. Et ça vient du Financial Stability Board. Vous vous rendez compte que toutes ces banques sont en faillite alors qu'on leur demande pas grand-chose en réserve fractionnelle? Ça veut dire que tout l'argent des clients, en fait, a disparu. Quand on est revenu sur les dispositions Glass-Steagall Act aux États-Unis, ou la séparation qui a été d'ailleurs inversée par M. Delors en France, qui datait du Conseil national de la résistance, il était évident que les dépôts allaient être mis en gage pour la spéculation et allaient à terme être la partie mineure du financement des banques. Et aujourd'hui, la plupart des banques ne vivent que de leurs activités de marché, c'est-à-dire elles ne vivent même pas de leurs activités d'affaires, comme on dit, banque d'affaires. Banque d'affaires, c'est des gens qui trouvent un financement pour un projet réel. Autrement dit, il n'y a même plus d'activité de banque d'affaires. L'activité de banque de dépôt est résiduelle. Oui, de défaut aussi. Oui, le banque de défaut. L'activité de banque de défaut est résiduelle. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est une pure activité spéculative. C'est-à-dire que les banques sont devenues des agents de marché. Point barre. Point barre. Alors, celui qui déclare ça, c'est pas n'importe qui, c'est le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, l'ancien Goldman Sachs, monsieur Mark Carney. Et alors, écoutez ce que nous dit l'un de nos lecteurs, je le remercie pour ça. Et il me dit, les braqueurs sont délicats et ont de l'éducation. Ils ont la courtoisie de prévenir du montant du casse à venir en 2016, à moins que ça soit urgent et qu'ils veuillent être livrés sous le sapin dès le 25 décembre. 1200 milliards. Étant propriétaire d'une TPE, je partage leur inquiétude et j'aimerais bien avoir 100 000 euros de trésor en plus si jamais ils peuvent encore ajuster le montant. 1200 milliards, une broutille. C'est à quelque chose près le PNB de l'Espagne. Non mais attendez, c'est complètement fou. Et alors, pendant ce temps-là, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est quand même... là, je vous donne, on va aborder la liste des licenciements. Je voulais vous donner cette information-là. C'est des exemples de faillite à l'appel en France, hein, par exemple, Guyane, hôpital, région, boutique. De notre lecteur, M. Drinky, il est intéressant de constater que l'état d'urgence vient d'être promulgué en Guyane, alors que le nombre d'intégristes ici ne doit pas être plus nombreux que les doigts de 2 mains. Et donc, il nous a joint une capture écran de France Guyane, où il dit que la Guyane ne pourra pas payer le RSA, par exemple. Vous vous rendez compte? Ah, mais bien entendu, l'état d'urgence a été décrété là-bas. Alors, en Bretagne, le PS vend tout ce qu'il peut. Le Télégramme, qui n'ose pas trop élever sa voix, écrit, écoutez bien, à vendre. Est-il placardé à l'entrée de plusieurs dunes et forêts bretonnes? Confronté à des difficultés financières, l'Office national des forêts, l'ONF, pourrait ainsi être contraint de céder des sites bretons. Alors, 4 forêts seraient mises en vente. Dans le Finistère, la forêt de Santec, 96 hectares, ainsi que les dunes de Dinan, 39 hectares, à Crozon et à Bègue-Maine-Mousterlin, 70 hectares. À Fousnenan et dans le Morbihan, la forêt de Coéby, 46 hectares, à Trédion. Hein, voilà, mais bientôt ils vont nous vendre la forêt de Brocéliande. Hein. Donc allons-y. C'est Astérix, hein, je crois, hein, tout ça, la Bretagne. Hein. Brocéliande, c'est le voilà. des mythes celtes et c'est vrai.
C'est ça, mais c'est quand même invraisemblable. Bien sûr. Ils sont en train de vendre toutes nos forêts. Et alors, pendant que le PS donc s'apprête à mettre aussi la forêt de Brocéliande sur la liste, le GIGN ne peut pas s'acheter les voitures d'intervention dont il a besoin. Donc là, c'est notre confrère, le boulevard Voltaire, a écrit « Le GIGN estime nécessaire de disposer d'au moins 4 véhicules pour équiper ces différents groupes d'intervention. Mais le gouvernement a jugé cette demande impossible et il faut reporter la chose au calendrier grec, c'est-à-dire au budget de l'année prochaine. » Et donc, dernière info, la clinique privée Ambroise Paré de Bourg-la-Reine, donc c'est une maternité, pourtant dotée de 66 lits, a décidé de se mettre en cessation de paiement. Voilà. Donc c'est dans Actu Soins, merci à Madame Landry. C'est quand même une drôle de... Cette revue de presse est quand même assez étonnante parce que jamais... on a parlé de guerre civile à plusieurs reprises et je vous assure depuis... Enfin, vous le savez bien, parce depuis 2008, jamais c'est devenu aussi souvent et en même temps que toutes ces ventes. La France vend ses îles, ses forêts, les immeubles, on ne parle même pas, le château de Versailles. Bon. Bien, voici le moment, si j'ose dire, la partie de cette revue de presse que vous attendez tous, hélas. Vous la voyez bien entendu chaque semaine, mais quand on vous donne un mois entier, là ça fait très 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 mal. Mon cher Pierre-Yves, êtes-vous prêt pour entamer cette liste funèbre de licenciements? Alors juste, je rappelle comme d'habitude que par exemple 2000 licenciements vont entraîner 2000 licenciements supplémentaires entre 3 et 24 mois plus tard. Voilà. Donc, et ceci, les licenciements qu'on va vous donner sont le résultat d'il y a 2 ans, des licenciements précédents. Voilà, très important à vous l'honneur, mon cher Pierre-Yves. Alors, Sanofi a annoncé la suppression d'environ 300 postes sur 3 ans avec des mises à la retraite anticipées, nous dit le Parisien. Roche, donc la pharmacie, labo, licencie 1200 personnes. C'était sur Yahoo, c'est monsieur Lacoste qui nous l'a donné. Voilà, on va pas remercier chaque lecteur, mais on va le donner le nom. Voilà. Monsieur Chauvière nous apprend via Sud-Ouest que Cercel va supprimer 100 postes. Qui ça? Cercel. Cercel, ah oui, c'est en France ça. Alors, le Crédit du Nord, donc ça c'est une banque. Donc là, musique funéraire, comme d'habitude. Le Crédit du Nord va fermer 10 agences. C'est sur F24 et c'est monsieur Bigel qui l'a vu. Wapco à Clay-Souilly, passé de 600 salariés en 2000 à 393 en 2009, 231 aujourd'hui, fermera définitivement en septembre 2017. Little Marcel ou KLS, alors Little Marcel c'est du textile, vire 80 salariés sur 121. Voilà, donc vous avez le lien, je crois que c'est dans le Figaro. Heinz vire 2600 personnes en raison des baisses des ventes continuelles. Les banques françaises ont supprimé 33 500 emplois, les banques françaises ont 33 000 emplois menacés. Donc c'est Marc qui l'a vu dans le HuffPost. PSA envisage de virer 2650 salariés de plus en 2016. Marathon Oil, donc là c'est du pétrole, jette à la rue 200 salariés. C'est sur Upstream, merci au lecteur. Standard Chartered, donc la grande banque anglaise, Standard Chartered, très important. Vire 15 000 banquiers. 15 000. Waouh. Carlsberg licencie 2000 personnes, donc voir quotidien.com. Carlsberg, c'est les bières. Real Networks, le célèbre inventeur du lecteur YouTube avant YouTube, va encore virer 60 programmeurs après en avoir viré 90 en 2014. Au Nigeria, les compagnies pétrolières ont jeté à la rue 120 000 salariés. C'est dans Star. Merci à Cédric. AIG, le fameux assureur qui a ruiné le monde avec les CDS, via sa filiale anglaise dirigée par l'ancien patron de Badmasters, vers 400 salariés. Planet Hollywood à Orlando, donc c'est en Floride, vire 450 salariés. Alcoa, licencié encore 500 salariés cette fois. Unicredit, la banque italienne, vire 12 000 salariés de plus et vend des actifs et des filiales pour éviter la faillite. Merci à Cédric. Joski Energy vire 1400 salariés. Zurich Insurance va licencier 440 salariés en Suisse. Merci à monsieur Schuner, c'est dans le Matin. General Electric Transportation licencie 1500 salariés. Merci à Kimberley. Emilia, agence de publicité au Canada, très connue, vire 200 salariés. Merci à monsieur Pichot et c'est dans la presse.
Dans le BTP, 2015, la pire année depuis 30 ans et 15 000 emplois menacés en France. Lire l'AFP, pour une fois, merci à Monsieur Belran. GMB Union a constaté que 17 régions vont virer 11 766 fonctionnaires locaux. Et c'est dans Hortwig. Merci à Cédric. Imprimerie Faber au Luxembourg, qui imprime tous les bilans en des banques, a déposé le bilan. Merci à Dominica. Merci à Dominica. En Suisse, les faillites sont en hausse de 16%. Lire Romandie, c'est Monsieur Scullier qui l'a vu. Cushman et Wakefield, qui a fusionné avec DTZ de Chicago, jette à la rue 250 agents immobiliers. Waouh! Alors, Essia Abrasive en Suisse délocalise et supprime 260 emplois. C'était dans 24 heures. TELUS au Canada vire 1500 salariés. Lire la presse. Merci Madame Marois. SIRC, c'est de la cartonnerie et de la reliure en France, a été liquidé. 90 salariés chez Pôle emploi. Merci à Monsieur Gatouya, c'est sur Canal 32. Umicore vire 800 salariés. Merci à Monsieur Renson. Creusot, Monceau Transport, 19 suppressions d'emplois. Merci à Monsieur Bressanini. La SNCF Suisse vire 900 cheminots. Ah quand même. Bonjour. Estonian Airlines en faillite. Elle n'était pas en mesure de rembourser les millions d'aides publiques reçues de la part de l'Union européenne. Au moins 1000 salariés à la rue. C'est dans 24 heures, monsieur le lecteur. La SNCF Serbe licencie 6100 cheminots sur les 4 prochaines années. Merci à Belgrade 92. D'accord, ben là, en fait, là, on va faire deux chemins de fer nationaux. Donc, on voit qu'on va vers la privatisation. Hein. C'est ça que ça annonce. Hein, voilà. Alors, Rockwell aux États-Unis. Alors, Rockwell, c'est très important parce que c'est de l'armement. Hein, c'est les missiles balistiques, c'est les missiles de cours sur les avions, etc. Alors, Rockwell licencie quand même 225 ingénieurs de haut niveau. C'était dans Milwaukee Business. Hein. SoftBank licencie une centaine de banquiers. Merci à Cédric. Encore une banque. Alors, les principales banques australiennes ont jeté à la rue 1475 banquiers de plus pour maintenir leurs profits. Le journal Sydney Herald, que M. Bressanini a vu, précise bien que c'est pour maintenir, pour justement qu'ils puissent donner des dividendes. Quoi. National Geographic vire 10% de tous ses salariés, soit environ 200 salariés. Dans Variety, merci à Cédric. C'est la chaîne de télé, hein, c'est le journal National Geographic. Voilà. Tribune Publishing jette à la rue 500 personnes, c'est dans Chicago Business. Les maisons d'édition de journaux, etc. Ça fait mal, hein. 500 personnes, c'est énorme. Michelin ferme 3 usines en Europe, près de 1500 salariés. Lire Le Figaro. Chevron au Koweït, 1000 salariés, bam, à la rue, direct. C'était dans le Wall Street Journal. Codelco, le leader mondial chilien du cuivre, met au chômage près de 4000 personnes. Alliance, Monsieur Bruce. Voilà. Alliance Ressources, c'est des mines, jette à la rue 120 mineurs. De plus, hein, il a déjà fait des licenciements. Carrefour supprime 5000 emplois en Chine. D'accord. Alors, moi j'ai marqué BFM-BC où les journalistes sont payés à ne pas vous donner d'infos, ne vire toujours personne. Au service économie. Alors, écoutez bien. Citrix, c'est des microprocesseurs, donc tout ce qui est de robotique, etc., machine-outil. Citrix, microprocesseurs, licencie une nouvelle fois et rajoute 1000 ingénieurs de plus. Moi, je rappelle quand même au lecteur que c'est pas 10 ingénieurs, c'est pas 15 ou 20 ingénieurs, c'est 1000, c'est des pelletés de 1000. C'est autant de gens qui, ne l'oubliez jamais, ils n'achèteront plus de bouteilles de champagne, ils n'achèteront plus de maquillage Saint-Laurent ou Chanel ou etc. Pour leurs femmes, ils n'achèteront plus de vin français et que sais-je encore. Toutes les économies sont liées, justement, c'est le problème de la mondialisation. Hein, Pierre, vous connaissez bien la mondialisation, ben là on voit les effets radicaux que ça a sur nous. Allez-y, excusez-moi. Prototech Suisse vire 16 salariés dans la haute horlogerie, dans Le Matin. Samsung a licencié 5000 salariés de plus, merci à Monsieur Morel. Apple Premium Wrestlers, ou MCHS, à Blois. Le groupe MCHS et par ricochet les 6 Apple Premium Wrestlers, Hype Store, ont été placés en redressement judiciaire. Les boutiques de Blois, du Mans, de Tours, d'Orléans, de Versailles, de Thionville devraient rester ouvertes en attendant que leurs propriétaires parviennent à apurer ces créances. Bon, espérons pour eux qu'ils trouvent quelqu'un. Sodexo, donc les tickets restaurants, suppriment 1200 à 1500 postes, donc qui ne seront pas renouvelés. Voilà. C'était dans France Info. Sur France Info, pardon. Les compagnies d'aviation américaines vont supprimer 30% des liaisons intérieures. Donc, lire
Déplacement pro, merci à Sylvain. Caterpillar, donc le grand Caterpillar, a donné ses dernières statistiques et continue à voir son chiffre d'affaires baisser pour le 35e mois consécutif. Asie et Chine, moins 28%. MAE, c'est-à-dire Europe, Moyen-Orient, moins 13%. Amérique latine, moins 36%. Bell Media, le groupe de télé canadien, vire 360 journalistes. Lire le Huffington Post. Sarcelles France, filiale française de la CGG, va virer 100 personnes sur les différents sites. Merci à Stéphane. CGG toujours, on vire 13% de ses salariés dans le monde. Lire Reuters, merci Monsieur Lacoste. Oui, donc ça doit faire à peu près 1000 personnes. Voilà. Cooper Standard France va jeter à la rue 66 ouvriers sur son site de Rennes, où 203 autres salariés vont être transférés dans l'usine de Vitré en Ille-et-Vilaine. Merci à Madame Landris dans Usine Nouvelle. Technip. Très connu, très connu. 330 salariés en France. Combien 330 salariés en France, 6000 dans le monde. Les Reuters, merci Monsieur Lacoste. La minière canadienne Tech Resources à Vancouver met à la porte 1000 salariés. Merci à Monsieur Van de Voorde. Et c'est dans Canadian Manufacturer. L'Allemagne donne de plus en plus de signes de faiblesse. Baisse globale des commandes industrielles. Les Euronews, merci à Monsieur Morel. Enbridge Petrol licencie 5% de sa main-d'œuvre, soit 500 salariés. Merci à Monsieur Mezrek et c'est sur Radio-Canada. JP Morgan et Goldman Sachs virent 30 banquiers pour fraude. Notre lecteur, Monsieur Lagnon, nous dit c'est l'hôpital qui soude la charité, comme si la mafia licenciée c'est tueur à gage pour meurtre. C'est Sputnik. C'est sur Sputnik. Alors là, il y a une autre banque, la Deutsche Bank. La Deutsche Bank continue à sabrer, cette fois 1000 banquiers de plus dans ses bureaux de Londres. Lire le Sunday Times, merci à Cédric. 1000 banquiers Deutsche Bank, hein, et c'est pas les premiers. La Deutsche Bank a déjà licencié en 2008, 2009, 2010, etc. Alcoa Masséna vire 500 salariés de plus. EDF, Électricité de France, au cas où ça, puisque France existe encore dans le nom, vend son siège historique de l'Étoile, de l'avenue Wagram à Paris. Cela n'annonce rien de bon, sinon des licenciements. Merci à Michael, et c'est sur la lettre A. Abengoa, le grand groupe espagnol, va déposer le bilan. 24 000 salariés. Et merci, Monsieur Scullier. Ouais, quand même, 24 000. BA System, donc de l'électronique militaire, licencie 185 ingénieurs. C'est sur 13 News. Le groupe de BTP saoudien de la famille Ben Laden. Répétez, là, c'est trop. Le groupe de BTP saoudien de la famille Ben Laden, vu que Mohamed Ben Laden, le père d'eux, est arrivé du Yémen pour faire du BTP, va jeter à la rue 15 000 ouvriers. Merci à Cédric. La Poste suisse vire 187 chauffeurs pour les remplacer par des sociétés privées. C'est dans la tribune de Genève. Merci à Madame Landry. Le groupe Proximus sabre tous ses salariés de plus de 58 ans, soit 1000 personnes à la retraite d'office. Lire la RTBF. Voilà, donc si vous avez 58 ans, vous êtes mouru. Voilà, terminé. Voilà, vous êtes trop vieux. En France, c'est plutôt que ça, hein, 49 ans, ils virent. Hein. 48, 49, ils virent. Hein, ils ont pas attendu 58 ans. Hein. Allez-y, Pierre. Le groupe pharmaceutique Servier a décidé de licencier 600 salariés. Lire l'AFP. Bureaunomique, dans le Calvados, licencie 9 de ses salariés. C'est dans le Pays d'Auge. Merci à Madame Landry. Le groupe anglais Lloyds vire 1000 salariés. Merci à Cédric. Lloyds, c'est les assurances, ça. C'est un des plus grands assureurs anglais, quand même. Oui, bien sûr. D'accord. FHM, l'éditeur anglais de référence des magazines masculins, pour hommes, donc a décidé de cesser totalement sa publication. Il n'y a plus d'hommes. Voilà. Environ 50 salariés seront licenciés. Merci à Monsieur Rob Batcher et c'est sur OZAP. Oui, FHM, oui. Ils avaient déjà commencé à fermer l'édition française, l'année dernière, je crois. Ben, ça y est, ils ont décidé de tout fermer. Bon. First Gulf Bank vire 100 banquiers. Quelle banque? First Gulf Bank. C'est une banque du Moyen-Orient, ça? Oui, c'est des chèques, ça? Oui, tout à fait. C'est des chèques sans provision, quoi. Voilà. Philips Turnout va supprimer 159 emplois en Belgique. Merci à Madame Renson. C'est dans Le Soir. HSBC va licencier 2000 banquiers commerciaux sur Bloomberg. Merci à Ed. Enbridge licencie 500 salariés aux États-Unis et au Canada. Merci à notre lecteur. Et c'est sur Upstream. Le groupe bancaire de Zurich, EFG International, a décidé de licencier 200 personnes. Merci à Monsieur Luong. Waouh. Black Hawk Mining, 200 mineurs à la poubelle, direct. C'est dans The Republic.
Dans la ville de Melun, le maire maquille aussi les vitrines des commerces vides pour faire croire que la reprise est là dans la République. Merci, monsieur Torsanin. Non mais ce qui est triste, c'est qu'ils maquillent les magasins vides, mais ils n'arrivent pas à maquiller les emplois. C'est quand même énorme. C'est quand même absolument énorme. Ils devraient fournir des fringues aux chômeurs, tu sais, des costumes, cravates, chemises, on devrait faire des usines Potemkin. Voilà, des usines à la russe. Là. C'est énorme. C'est absolument énorme. Réseau des sports. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de Bell. Réseau des sports, je crois que c'est une chaîne de télé, filiale de Bell Canada, vire 70 salariés. Et c'est monsieur Mézeret qui l'a vu, c'est sur TVA Nouvelle. Expedia licencie 40% de ses salariés, soit 326 personnes, après sa fusion-acquisition en toute urgence avec Orbit. Merci à Cédric. Oui, ça sent les fusions en toute urgence, ça sent la faillite en général. Alors, VLM Airlines stoppe sa filiale hollandaise et vire 70 pilotes, hôtesses et personnel au sol. Merci à monsieur Sargenti, c'est sur la Libre Belgique. Maple Leaf Alimentaire au Canada vire 400 salariés. Merci à nos amis canadiens. C'est des magasins c'est genre Monoprix, quoi. C'est voilà, Qbuzz, plateforme de chargement de musique, est en faillite. Merci à Will. À Argenton-sur-Creuse, la ville de Monsieur Sapin, la super coccinelle au centre-ville ferme ses portes, 6 salariés. Alors attention, là c'est énorme. J'arrive, là, j'ai mieux. Là, non, parce que des fois, là, j'ai l'impression qu'on joue au jeu de cette famille, là. C'est dans le genre qui a le plus de licenciements, mais là, c'est Sotheby's. Sotheby's, la célèbre maison de vente de tableaux, etc., qui vont les Picasso, qui vont les Van Gogh, vous savez, elle a créé. Ils ne peuvent pas virer des gens, la célèbre maison de vente demande à ses employés de partir. Voilà, tout simplement, en échange d'une enveloppe pour faire des économies. C'est sur Bloomberg. Bon, autrement, ils mettent à la retraite anticipée, quoi. Voilà. Faillite massive dans le BTP en France. Merci à Plume. Lire Le Figaro. Honeywell. On se souvient de Honeywell Bull. Bon, je ne sais pas si Bull existe encore, ça doit encore exister. Enfin, toujours est-il que Honeywell, c'est une boîte américaine. Déjà à l'époque, Honeywell rachetait les boîtes françaises. Alors, Honeywell vire 1000 salariés aux US. C'est à coup de 1000. Il ne cherche pas les 998 où il dit voilà, 1000, à coup de 1000, 2000. Donc c'est sur ABC News pour Honeywell. Atco Canada jette à la rue 400 salariés. Merci à Kimberley. BizJet, 150 salariés, c'est sur Tulsa World. Je crois que c'est des avions, ça. Tiger Direct ferme ses boutiques aux États-Unis, 240 salariés. Lire ici le Sun Sentinel. Alors, je crois que vous l'avez donné tout à l'heure, mais là, c'est le dernier chiffre. Alors, Gilbert Petitjean, donc en Suisse. Alors, et finalement, il ne licencie que, j'ose dire, 60 personnes. C'est ce Romandais, c'est monsieur Scullier qui l'a vu. Le coup près est tombé finalement à la SNCM. 583 salariés seront jetés à la rue. Lire La Marseillaise, merci à Fabien. Orascom au Caire vire 1000 salariés, ce qui épate la presse suisse. Ils n'en reviennent pas. Donc c'était dans le matin, monsieur Sargenti. Le groupe Soprano dans les airs liquide 120 salariés. Lire L'usine nouvelle, merci à Sharon. Ah, ça pourrait être liquidé par les Sopranos, oui, c'est clair que c'est ce qu'il fallait. Alors, Monnier, en Suisse, sous-traitant d'horlogerie de luxe. Vous savez, c'est comme les montres à 500 000 € là, de notre ami monsieur Boom. Donc, licencie 20 salariés sur 75. Ça veut tout dire. 20 salariés sur 75. Donc, c'était sur la tribune de Genève, merci à monsieur Baroquet. Ducrot, ingénierie process à Écuire, va prendre un certain nombre de mesures d'adaptation, c'est dit publiquement, lire, en traduction, 30 licenciements sur 60 salariés. C'est dans la Voie du Nord. Merci à Will. 50% des salariés virés. Voilà, chez direct chez Pôle emploi. Skyguide, en Suisse, obligé de virer 8 personnes. Il ne va plus rester grand monde. C'est la tribune de Genève, monsieur Sargenti. Mopec en Suisse jette à la rue 33. C'est quand même la Suisse, c'est tout petit, faut jamais oublier. Voilà, Chevron licencie encore et encore. On avait déjà donné, je sais pas combien, 1000 tout à l'heure. Là, c'est 350 salariés dans son quartier général, à Nola. C'est énorme. Non, pardon, c'est dans le journal Nola. Merci à Kimberley. Et BFMVC ne licencie toujours pas ses journalistes économiques, ne serait-ce que pour incompétence. Dire qu'ils sont payés pour ne pas vous informer. Voilà. Eh ben, écoutez, nous ne sommes pas payés et on vous informe. Mon cher Pierre-Yves, après une liste de licenciements aussi terrible que celle qu'on vient de voir, comment présenter nos vœux pour Noël à nos spectateurs, lecteurs? C'est terrible.
C'est terrible. Aussi nu que possible, parce qu'à la fin, il ne restera plus rien. Bonne année. Non, mais non, là, moi, je leur souhaite vraiment de garder l'emploi et de tout faire, bien entendu. Pour, non, mais surtout. Mais c'est effrayant, parce que là, on voit que le système va à l'arrêt. C'est une hémorragie terrible, épouvantable. C'est à coup de 1000, 2000, 15 000. Et attends, là, aujourd'hui, parce que ça, on ne l'a pas donné, mais je vous donne juste les derniers licenciements de hier et avant-hier. Rabobank, parce que vous avez vu, 9000 personnes. Et Morgan Stanley, avant-hier, 1200 personnes. Hein, c'est des banquiers qui sont jetés. Alors, on ne va pas les pleurer, mais ça veut dire que les banques n'ont plus assez d'argent. Elles n'arrivent pas à voler de l'argent aux clients qui sont fauchés, et donc ils sont en train de les virer. Voilà, décimation globale. Et ça entraîne autant de licenciements je le rappelle. Mais j'aurais grand plaisir à vous retrouver à la Baule, au centre Leclerc, le samedi 18 ou 19, enfin, la date va être indiquée, décembre, et ça sera ma dernière, on va dire pour cette année, pour 2015, signature dans le cadre de ce Tour de France qu'on a rallongé, et j'aurai bien entendu, je continue l'année prochaine à vous retrouver, et c'est un grand plaisir, et vous avez été très très nombreux à transmettre vos amitiés à Pierre-Yves, je lui ai dit, vraiment, vous avez été très très nombreux, ainsi qu'à Laurent. Donc, chers spectateurs, chers lecteurs, du fond du cœur, on vous présente vraiment nos vœux les plus sincères, malgré cette épouvantable liste de chômage. Et franchement, priez, discutez avec votre ange gardien. Là, à ce niveau-là, il ne vous reste que ça, je vous le dis. Pierre-Yves, vous présentez vos vœux. Surtout de passer les meilleurs moments possibles avec la famille, parce que c'est sur ça qu'il faut s'appuyer dans des grandes périodes de doute comme celle que nous vivons. Absolument. En tout cas, merci de suivre cette revue de presse, et n'oubliez pas, eh bien, elle existe justement parce que vous lisez les livres de Pierre-Yves Rougeron, ou les miens, ou d'autres livres, et c'est ce qui permet justement de vous informer de manière régulière, et parce que toutes ces informations-là, vous ne les voyez quasiment nulle part. Merci à vous, bon Noël en famille, nos amitiés à tous ceux qui sont seuls, et on vous embrasse très fort, ainsi que votre ange gardien, pour cette nouvelle année. On vous embrasse. À bientôt, à l'année prochaine.